Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo, je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait L'homme qui rit de Victor Hugo. Si je ne m'abuse, on en est à l'épisode 15, je crois. Ça y est, c'est officiellement, il me semble, la série la plus longue que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous trouverez tous les épisodes précédents dans la playlist du nom de Et si on lisait L'homme qui rit. Et si vous voulez avoir le chapitrage et les parties précises du programme de ce soir, je vous invite à voir la barre de lecture sur YouTube ou la description de la vidéo, puisqu'il y a tous les timecodes vous permettant d'avoir un chapitrage structuré et de savoir où vous rendre comme bon vous semble. Vous pouvez passer l'intro, vous pouvez passer les pauses dans la lecture, c'est incroyable, c'est super bien fait. Ce soir, L'homme qui rit de Victor Hugo, encore une fois, et on en a encore pour quelques épisodes. Je pense qu'on devrait avoir terminé vendredi, dans une semaine, ou le mardi juste après. Ça devrait être ça, a priori. Ce soir, nous allons lire le livre 8e de la deuxième partie, et vous allez m'en vouloir, mais je vais pas pouvoir lire l'intégralité du livre 8e parce que il fait 80 pages, donc je vais pas lire 80 pages en une soirée, non, on va pas faire ça. 80 pages en une soirée, ça reviendrait, je pense, sans mytho, je pense que ça reviendrait à un live de environ 3 heures. Donc, on va pas faire ça, parce que un live de 3 heures à lire pendant, je dirais sur les 3 heures, je lirai environ 2 heures. Croyez-moi que j'ai pas envie de les faire parce que ça va me niquer la voix et de toute manière ça va vous ruiner un petit peu l'expérience dans le sens où ma voix se fatiguerait trop. Éventuellement même moi je pourrais me fatiguer et ne plus trop savoir où est-ce que j'en suis. Donc peut-être faire une lecture de moins bonne qualité parce que je serai moins focus, etc., etc. Bref, tout ça pour dire que le livre 8e, on va pas le faire en une fois. Donc aujourd'hui on lira la première moitié du livre 8e et mardi nous lirons la seconde moitié du livre 8e. Ensuite, il ne nous restera que, si je ne m'abuse, le livre 9e et la conclusion, c'est ça. Ce qui fait que, comme je le disais, on arrive sur la fin de cette œuvre. De toute manière, vous le voyez à mon marque-page. Quel beau bébé, quel beau bébé. J'en reviens pas qu'on est bientôt à la fin, comme je le disais. Il y a quelque chose quand même qui me tient à cœur avec cette lecture. L'homme qui rit, ça a quelque chose de très intime pour moi, de très spécial pour moi. C'est presque, j'ai envie de dire, le déclencheur le plus important qui a fait que je vous fais des lives de lecture. Et du coup, ouais, j'en ai parlé lors du premier live, mais je m'étais toujours dit que ce serait ma dernière lecture. Spoiler, non, ça ne sera pas ma dernière lecture. Mais ouais, je sais pas, ça me rend émotion. Je me dis, putain, il y a, je pense, 5 6 ans, je lisais ça sur la plage à mon cousin, et plus tard, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est vraiment cool de lire à voix haute. Bon, il y a eu d'autres expériences, j'en ai déjà parlé dans diverses lives, mais bon, bref. Je sais pas, il y a un petit truc emotional là-dessus, sur cette lecture, qui me touche particulièrement. Donc voilà, on a bientôt terminé, et j'ai hâte de voir la suite. Mais tout d'abord, comme d'habitude, une petite introduction de 10-15 minutes pour que les gens qui veulent à tout prix suivre la lecture en live aient le temps d'arriver. Et le temps pour moi de un petit peu partir bavarder avec vous. Bonsoir Loon, bonsoir Chéro, comment allez-vous? Ça fait plaisir. Je te fais un coucou mais je suis encore à table. Oula, bon appétit Loon. D'ailleurs, bon appétit peut-être à ceux qui me regardent en graillant. En tout cas, peu importe ce que vous êtes en train de faire, peu importe l'activité que vous êtes en train de faire, je vous souhaite que cela soit agréable et que vous passiez un agréable moment en ma compagnie durant ce live. Santé à tous les amis. Il est joie. Ouais, franchement, ce soir ça va. Ce soir, je me sens dans un plutôt bon mood. Petite précision avant qu'on aille plus loin aussi dans le live. J'ai vu à divers endroits, que y allait peut-être y avoir un orage énervé sa mère. Ce qui fait que j'ai très très peur parce que si je ne m'abuse, en 4 ans de stream, d'ailleurs, je sais même plus. À force de dire que ça fait 4 ans de stream, si ça se trouve, ça fait plus. Mais au bout de 4 ans de stream, je crois que j'ai eu que 2 ou 3 streams qui ont été coupés en plein live, enfin qui ont été shut down, quoi. Et je crois que c'est à chaque fois arrivé à cause d'un orage. Donc, bref, je suis en train de développer
orageophobie, ça n'existe sans doute absolument pas, mais c'est vrai que ça me fait hyper chier les orages dans le sens où ça nique potentiellement la qualité sonore d'un live. Potentiellement, ça fait des coupures de courant, donc ça shut down carrément le live. Et puis, dans ma vie personnelle, j'ai eu beaucoup de problèmes avec des orages qui ont complètement ruiné mon ordinateur, et donc complètement ruiné tout ce qui se trouvait sur l'ordinateur. Donc, je fais très attention quand on parle d'orage et d'informatique maintenant. Donc voilà, si à un moment je dois couper en précipitation, vous saurez que c'est peut-être parce que l'orage est un petit peu trop violent et que je préfère sécuriser la survie de mon ordi et aussi faire des parties de live propres en fait. C'est ce que je vous dis souvent. Je préfère faire des lives qui ont un sens, qui ont une unité de sens. J'ai pas envie de lire jusqu'à la page 3, et puis je fais une pause, et puis après je lis 60 pages, puis après je fais une pause, puis après je coupe à 2 phrases de la fin d'un chapitre, et puis je reprends. Enfin, bref, moi j'aime bien garder à peu près les unités de sens parce qu'elles ont justement un sens dans l'œuvre. Donc voilà, j'essaie de faire le moins de coupures inutiles possible. C'est pour ça que ça m'embête de couper ce livre 8ème en deux, mais là c'est pour des raisons tout à fait pratico-pratiques, n'est-ce pas? Bonsoir les couteaux portes, bienvenue, installe-toi tranquillement. Ça fait plaisir. J'ai pas du tout suivi le livre, mais c'est cool du peu que j'ai écouté et compris. Vous faites plaisir, c'est gentil. Franchement, moi j'ai beaucoup apprécié cette œuvre, même si on n'est pas encore au bout, hein. Mais pour le moment, j'apprécie beaucoup cette œuvre. Après, je l'avais déjà lu hors live, donc là c'est une relecture pour moi. Donc à voir si mon avis évoluera ou quoi que ce soit, mais on en reparlera certainement lors du dernier live de tout cela. Au final, je tourne beaucoup en rond sur ce que je suis en train de dire. Enfin, non, je tourne pas en rond, c'est juste que j'ai pas forcément de grandes nouvelles à vous annoncer. Si vous êtes sur mon Discord, vous aurez peut-être remarqué l'arrivée d'un nouveau salon qui se nomme Jeux vidéo olympique, puisque je vise bientôt à lancer un projet qui se nomme les Jeux vidéo olympiques, qui serait une sorte de tournoi que j'organiserai avec vous les viewers sur tout un tas de jeux vidéo. Et donc, voilà, si ça vous intéresse de participer à un tournoi totalement prévu pour le fun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, enfin, il peut y avoir de la compétitivité, par contre, il y aura pas de gain, il y aura pas de ah bah si t'es premier, tu gagnes ça, et ainsi de suite. Hein. Ça sera vraiment pour le fun et la bonne ambiance. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Les modalités des tournois commencent à arriver petit à petit. Je suis en train de structurer ça dans l'ombre et j'espère faire le premier numéro bientôt. Premier numéro qui sera certainement uniquement dédié aux personnes qui me suivent sur Discord justement. Et en huis clos, j'ai envie de dire, avec les gens de Discord, donc c'est-à-dire qu'on le fera directement en vocal sur Discord, alors que pour les éditions futures, je prévois peut-être de faire un système de live carrément, avec peut-être un système de commentary, etc. Enfin bon bref, il y a plein de choses dans l'ombre qui se préparent et qui se profilent. Comme je le disais, donc voilà, j'espère que ça arrive dans le mois. Comme je le disais aussi, avant que je fasse ma fameuse pause annuelle de toute technologie, tout réseaux sociaux, toute informatique, ça sera en juillet, hein, je l'ai déjà dit, en juillet, il y aura une grosse pause dans les lives. Mais avant cela, j'aimerais vraiment vous proposer la première édition des Jeux vidéo olympiques, qui sera un peu une forme de... Je vais pas dire de brouillon, parce que brouillon ça fait un petit peu péjoratif, mais qui sera un peu une forme de test, entre guillemets, de préambule, n'est-ce pas? Et ensuite, ce que j'ai vraiment très envie de faire avant ma pause, et il faut vraiment que j'y travaille bientôt là, le truc c'est que... Bon, bref, je raconte ma life. Le truc c'est que pour le moment je suis solo, et j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider à enregistrer, parce que les parties qui me restent à faire, c'est l'enregistrement de chant, notamment. Et c'est un petit peu compliqué d'enregistrer le chant solo. J'ai besoin d'un mec, même si c'est juste pour faire play et play, ça se dit pas, bref. Mais voilà, pour faire les réglages pendant que moi je peux me concentrer à juste chanter, ça serait pas mal. Donc voilà, là j'attends d'avoir de l'assistance, mais normalement j'enregistre bientôt le chant. J'ai ensuite plus que le mixage à faire, ce qui va pas être une mince affaire.
et j'espère, je croise les doigts, vous sortir une nouvelle chanson pour mon album avant le mois de juillet. On va prier. Chanson qui se nomme Listen. Voilà, voilà. Et je vois que Abdel034 nous a offert 6 bits. Merci à toi, Abdel. Je crois ne t'avoir jamais croisé sur les lives. Donc, c'est une belle entrée en matière. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Bienvenue parmi nous, installe-toi bien tranquillement. On va bientôt commencer la lecture. Je pense avoir parlé de tout ce dont j'avais envie de parler, en fait. Ah oui, vite fait, petit retour sur le live de mercredi. Puisque nous avons terminé le let's play sur Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Alors certains peut-être d'entre vous se disent mais quelle va être la suite? Pour le moment j'ai pas forcément pris de décision définitive. Tout ce que je peux vous dire c'est que mercredi qui arrive j'ai déjà le programme, ça sera présentation de la nouvelle mise à jour de Sea of Thieves à 21h. D'ailleurs mise à jour dont on a eu quelques infos tout à l'heure qui a l'air vraiment sympa et qui se nomme... Oh mince, je me rappelle plus. C'était Haunted... Enfin bon bref, c'était un truc avec des fantômes, c'était Ghostly ou Haunted, je sais plus, enfin bon bref. Mais je vous dirai ça mercredi. Et après ça, je sais pas encore, mais comme je le disais, là on est dans le dernier mois, on est dans le dernier rush, on est dans le rush final, j'ai envie de dire de la saison, puisque voilà, j'ai pas fait de pause depuis longtemps, et que là je vais faire une pause assez conséquente en juillet. Donc là on est vraiment dans le dernier rush de live pour cette saison. Et du coup ça va être un petit peu alambiqué le programme, je pense, ça va être un petit peu bouleversé. Si vous voulez avoir le détail précis de chaque semaine de live et de chaque live composant cette semaine, je vous invite à me suivre sur Facebook, Twitter ou Discord selon vos préférences et vos goûts, sachant que Discord, bien sûr, on peut beaucoup plus parler, beaucoup plus facilement, beaucoup plus longuement, on peut même faire des vocaux, enfin c'est génial, c'est génial. Bref, je vais pas vous apprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux, vous savez tout ça. Je pense avoir dit vraiment l'intégralité de tout ce que j'avais à dire. Sinon, je vais commencer à me répéter, ce qui est une très fâcheuse tendance chez moi. Donc écoutez, je pense qu'on va entamer la lecture. La dernière fois, un tête-à-tête avec Planétéo, c'est ici. N'importe quoi. Ah, la commande, c'est pas Discord. La commande, c'est RS pour mes réseaux sociaux. Voilà, voilà. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle commande qui est la commande !Mirani. Si vous voulez avoir la chaîne Twitch de notre ami Mirani, avec qui je ferai certainement des lives dans les temps à venir. J'aime trop en ce moment mettre mes cheveux comme ça sur l'avant et ça me fait des coupes de manga hyper moderne chelou. Mais ça me fait rire. Bref. C'est Mirany Loon. Ah non, non, échange le Y et le I, dommage. Troisième essai, bravo, bien joué. Mais ouais, en ce moment, je commence à de plus en plus utiliser les commandes. Et je pense que enfin, c'est ce que je me disais juste avant le live, je vais peut-être faire une commande et si on lisait pour expliquer le concept pour les gens qui débarqueraient sur le live, parce que c'est une constatation que j'ai souvent. Pendant que je suis en lecture, quand quelqu'un arrive, bah des fois il se retrouve à parler tout seul dans le chat. Et vu que je lui réponds pas, il se dit bon bah je me barre. Donc ce que je peux comprendre tout à fait. Mais bah ouais, moi pour la praticité et pour aussi le côté agréable de la lecture, pour qu'on puisse bien la comprendre aussi, bah je m'interromps pas pendant les lectures. Donc du coup, c'est un peu embêtant entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent et qui pensent qu'il n'y a pas de lumière, donc ils s'en vont entre guillemets. Donc je me voyais bien faire une commande et si on lisait pour expliquer que je reviens vous parler dans une pause après ce chapitre, ou quelque chose comme ça. Mais bon, j'y ai juste pensé avant le live, donc j'ai pas eu le temps de la faire. Mais ouais, en ce moment je commence à faire de plus en plus de commandes. Sur ce, je vais me taire parce que à chaque fois je dis que c'est fini et je reprends à l'infini. La dernière fois, nous nous étions arrêtés sur un épisode un petit peu troublant puisque Gwynplaine était livré à lui-même dans ce palais infini.
Il voulait s'enfuir, il n'y parvenait pas. Il est tombé sur la duchesse, sur Josiane, entièrement nue. Et ça l'a tout troublé de nouveau. Il a commencé à se faire draguer, même de manière très énervée. Genre, c'était carrément du rentre-dedans qu'elle lui faisait. Et puis au final, quand celle-ci a appris que Gwynplaine était un noble et était Lord Clancharlie, d'un seul coup, elle a plus du tout été intéressée, puisque dans sa tête, dans son esprit, Gwynplaine passe du saltimbanque un peu crade qui mérite d'être son amant parce qu'il y a un petit peu un côté pervers à entretenir cette relation, à soudainement, ah, vous êtes mon mari, pas mon amant, bon bah vous m'intéressez plus du tout. Et vous êtes un lord, plus du tout un saltimbanque, ça ne m'intéresse pas. Bref, ça a été vraiment la douche froide d'un seul coup pour Gwynplaine. Et il y a eu aussi l'altercation ou la rencontre entre guillemets de Gwynplaine et David Dirry-Moir, qui est son frère, si je dis pas de bêtises. Je sais même pas s'ils en ont déjà parlé en fait, mais enfin, il y a plein d'endroits où c'était laissé, où c'était sous-entendu. Donc je pense que vous l'avez compris depuis le temps. Mais même moi je suis plus sûr, mais je crois que c'est ça du coup. Je crois que c'est son frère ou du moins son demi-frère. Mais il me semble que c'est son frère. Je suis plus sûr. Bref, en tout cas, tout cela va être le sujet certainement des chapitres à venir. Et aussi le fait qu'à la toute fin, Barkilphedro a rejoint Gwynplaine et Tom Jim Jack. Là, franchement, si vous n'avez pas suivi les lives précédents, je pense que vous êtes totalement largué parce que l'histoire commence à être un petit peu velue, j'avoue. Et donc, ils ont été rejoints par l'huissier de la Verge Noire qui vient chercher votre seigneurie conformément aux ordres de sa majesté. Donc voilà. Voilà où on s'en était laissé. Et je pense donc que Gwynplaine devrait avoir affaire à la reine, si je comprends bien. Ok, j'espère que j'ai fait un résumé à peu près compréhensible. Et j'espère que on va pouvoir se lancer sans trop de problèmes. Hop, je vérifie que tout soit bon. Oui, parce que j'ai baissé aussi le son de mon micro sur mon logiciel de stream, parce que depuis une mise à jour, j'ai l'impression que ma voix sature à fond. En tout cas, c'est ce que m'indique le logiciel. Donc si ma voix est trop faible par rapport à d'habitude, n'hésitez pas à me le dire. J'ai fait des réglages en ce sens, mais peut-être que j'ai abusé sur le réglage, justement. Allez, cette fois-ci, on se lance pour de vrai. Ça doit faire bien... avec l'intro que je vais couper avant de mettre sur YouTube, ça doit bien faire 16 minutes que je suis en train de parler, quelque chose comme ça. Donc, même si le temps passe vite, et même si j'apprécie de discuter en votre compagnie, je vais me lancer. Oui, mais du coup, pour le coup, sur téléphone, on n'entend pas trop, mais sur PC, ça va. Ok, Loon. Ah, c'est embêtant si sur téléphone on m'entend pas des masses. Bon bah je rehausserai peut-être le son à l'avenir, à voir. Parce que moi ça m'emmerde vraiment, je le racontais la dernière fois, ça m'emmerde vraiment quand je vois à la rediff que pendant tout le long le son ne convient pas à ce que j'aime. C'est-à-dire que soit il y a un bruit de fond, soit à chaque fois que je parle il y a un petit bzz 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 ce qui sature quoi. Donc bon, à voir. Oui, ça fait du bien le petit résumé. Ouais, j'essaie de faire au mieux, hein. Après, j'avoue que j'ai pas toujours tous les éléments en tête non plus, mais voilà, j'essaie de vous replacer brièvement. Je vais vous souhaiter une bonne écoute à tous et vous dire à tout à l'heure, puisque je vous rejoins dans le chat d'ici une vingtaine de minutes pour la pause, je pense. Grosso modo, on va faire 20 pages à peu près, encore une fois, ce soir. Je crois d'ailleurs qu'on lit un chapitre et ensuite chapitre 2 et 3, voire 4, je sais plus. Enfin bon, bref, c'est entre peu et pas important. Trêve de bavardage, je me lance. Bonne écoute Loon, bonne écoute l'écoute aux portes, bonne écoute chez Hero si tu es toujours parmi nous, bonne écoute à tous ceux qui nous regardent dans l'ombre ou à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la pause. Livre 8ème. Le Capitole et son voisinage. 1. Dissection des choses majestueuses. La redoutable ascension qui, depuis tant d'heures déjà, variait ses éblouissements sur Gwynplaine, et qui l'avait emporté à Windsor, le remporta à Londres. Les réalités visionnaires se succédèrent devant lui, sans solution de continuité. Nul moyen de s'y soustraire. Quand une le quittait, l'autre le reprenait. Il n'avait pas le temps de respirer. Qui a vu un jongleur a vu le sort.
Ces projectiles tombant, montant et retombant, ce sont les hommes dans la main du destin. Projectiles et jouets. Le soir de ce même jour, Gwynplaine était dans un lieu extraordinaire. Il était assis sur un banc fleur-de-lysée. Il avait par-dessus ses habits de soie une robe de velours écarlate doublée de taffetas blanc avec crochets d'hermine, et aux épaules 2 bandes d'hermine bordées d'or. Il avait autour de lui des hommes de tout âge, jeunes et vieux, assis comme lui sur les fleurs de lys, et comme lui, vêtus d'hermine et de pourpre. Devant lui, il apercevait d'autres hommes, à genoux. Ces hommes avaient des robes de soie noire. Quelques-uns de ces hommes agenouillés écrivaient. En face de lui, à quelque distance, il apercevait des marches, une estrade, un dé, un large écusson étincelant entre un lion et une licorne, et sous ce dé, sur cette estrade, au haut de ces marches, adossé à cet écusson, un fauteuil doré et couronné. C'était un trône. Le trône de la Grande-Bretagne. Gwynplaine était, père lui-même, dans la chambre des pairs d'Angleterre. De quelle façon avait eu lieu cette introduction de Gwynplaine à la chambre des lords? Disons-le. Toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir, depuis Windsor jusqu'à Londres, depuis Corleone Lodge jusqu'à Westminster Hall, avait été une montée d'échelon en échelon. À chaque échelon, nouvel étourdissement. Il avait été emmené de Windsor dans les voitures de la reine, avec l'escorte due à un pair. La garde qui honore ressemble beaucoup à la garde qui garde. Ce jour-là, les riverains de la route de Windsor à Londres virent galoper une cavalcade de gentilshommes pensionnaires de Sa Majesté, accompagnant 2 chaises menées grand train en poste royal. Dans la première était assis l'huissier de la Verge Noire, sa baguette à la main. Dans la seconde, on distinguait un large chapeau à plumes blanches couvrant d'ombre un visage qu'on ne voyait pas. Qui est-ce qui passait là? Était-ce un prince? Était-ce un prisonnier? C'était Gwynplaine. Cela avait l'air de quelqu'un qu'on mène à la tour de Londres, moins que ce ne fût quelqu'un qu'on mena à la chambre des pairs. La reine avait bien fait les choses. Comme il s'agissait du futur mari de sa sœur, elle avait donné une escorte de son propre service. L'officier de l'huissier de la Verge Noire était à cheval en tête du cortège. L'huissier de la Verge Noire avait dans sa chaise, sur un strapontin, un coussin de drap d'argent. Sur ce coussin était posé un portefeuille noir timbré d'une couronne royale. À Brentford, dernier relais avant Londres, les 2 chaises et l'escorte firent halte. Un carrosse décaillé, attelé de 4 chevaux, attendait, avec 4 laquais derrière, 2 postillons devant et un cocher en perruque. Roues, marchepieds, soupentes, timon, tout le train de ce carrosse était doré. Les chevaux étaient harnachés d'argent. Ce coche de gala était d'un dessin altier et surprenant, et eût magnifiquement figuré parmi les 51 carrosses célèbres, dont Roubaud nous a laissé les portraits. L'huissier de la Verge Noire mit pied à terre, ainsi que son officier. L'officier de l'huissier retira du strapontin de la chaise de poste le coussin de drap d'argent sur lequel était le portefeuille à couronne, le prit sur ses 2 mains, et se tint debout derrière l'huissier. L'huissier de la Verge Noire ouvrit la portière du carrosse qui était vide, puis la portière de la chaise où était Gwynplaine, et, baissant les yeux, invita respectueusement Gwynplaine à prendre place dans le carrosse. Gwynplaine descendit de la chaise et monta dans le carrosse. L'huissier portant la verge et l'officier portant le coussin y entrèrent après lui, et y occupèrent la banquette basse destinée aux pages dans les anciens coches de cérémonie. Le carrosse était tendu à l'intérieur de satin blanc, garni d'entoilages de binch avec crêtes et glands d'argent. Le plafond était armorié. Les postillons des 2 chaises qu'on venait de quitter étaient vêtus du hoqueton royal. Le cocher, les postillons et les laquais du carrosse où l'on entrait avaient une autre livrée, très magnifique. Gwynplaine, à travers le somnambulisme où il était comme anéanti, remarqua cette fastueuse valetaille et demanda à l'huissier de la Verge Noire « Quelle est cette livrée ?» L'huissier de la Verge Noire répondit « La vôtre, milord. » Ce jour-là, la chambre des lords devait siéger le soir. « Curia erat serena » disent les vieux procès-verbaux. En Angleterre, la vie parlementaire est volontiers une vie nocturne. On sait qu'il arriva une fois à Sheridan de commencer à minuit un discours et de le terminer au lever du soleil. Les 2 chaises de poste retournèrent à vide à Windsor. Le carrosse où était Gwynplaine se dirigea vers Londres. Le carrosse d'écaille à 4 chevaux alla au pas de Brentford à Londres. La dignité de la perruque du cocher l'exigeait. Sous la figure de ce cocher solennel, le cérémonial prenait possession de Gwynplaine. Ces retards, du reste, étaient selon toute apparence calculés. On en verra plus loin le motif probable.
Il n'était pas encore nuit, mais il s'en fallait de peu, quand le carrosse d'écailles s'arrêta devant la Kingsgate, lourde porte surbaissée entre deux tourelles qui communiquaient de Whitehall à Westminster. La cavalcade des gentilshommes pensionnaires fit groupe autour du carrosse. Un des valets de pied de l'arrière sauta sur le pavé et ouvrit la portière. L'huissier de la Verge Noire, suivi de son officier portant le coussin, sortit du carrosse et dit à Gwynplaine : « Milord, daignez descendre, que votre seigneurie garde son chapeau sur sa tête. » Gwynplaine était vêtu, sous son manteau de voyage, de l'habit de soie qu'il n'avait pas quitté depuis la veille. Il n'avait pas d'épée. Il laissa son manteau dans le carrosse. Sous la voûte carrossière de la Kingsgate, il y avait une porte latérale petite et exhaussée de quelques degrés. Dans les choses d'apparat, le respect est de précéder. L'huissier de la Verge Noire, ayant derrière lui son officier, marchait devant. Gwynplaine suivait. Ils montèrent le degré et entrèrent sous la porte latérale. Quelques instants après, ils étaient dans une chambre ronde et large, avec piliers au centre, un bas de tourelle, salle de rez-de-chaussée, éclairée d'ogives étroites comme des lancettes d'abside, et qui devaient être obscures même en plein midi. Peu de lumière fait parfois partie de la solennité. L'obscur est majestueux. Dans cette chambre, 13 hommes se tenaient debout, 3 en avant, 6 au deuxième rang, 4 en arrière. Des 3 premiers, un avait une cotte de velours incarnat, et les 2 autres des cottes vermeilles aussi, mais de satin. Tous 3 avaient les armes d'Angleterre brodées sur l'épaule. Les 6 du second rang étaient vêtus de vestes dalmatiques en moire blanche, chacun avec un blason différent sur la poitrine. Les 4 derniers, tous en moire noire, étaient distincts les uns des autres, le premier par une cape bleue, le deuxième par un Saint-Georges écarlate sur l'estomac, le troisième par 2 croix cramoisies brodées sur sa poitrine et sur son dos, le quatrième par un collet de fourrure noire appelé peau de sabeline. Tous étaient en perruque, nu-tête, et avaient l'épée au côté. On distinguait à peine leur visage dans la pénombre. Eux ne pouvaient voir la figure de Gwynplaine. L'huissier de la Verge Noire éleva sa baguette et dit : « Milord Fermain Clancharlie, baron Clancharlie et Hunkerville, moi, huissier de la Verge Noire, premier officier de la chambre de présence, je remets votre seigneurie à Jarretière, roi d'armes d'Angleterre. » Le personnage à cotte de velours, laissant les autres derrière lui, salua Gwynplaine jusqu'à terre et dit : « Milord Fermain Clancharlie, je suis Jarretière, premier roi d'armes d'Angleterre. Je suis l'officier créé et couronné par sa grâce le duc de Norfolk, comte maréchal héréditaire. J'ai juré obéissance au roi, aux pairs et aux chevaliers de la Jarretière. Le jour de mon couronnement, où le comte maréchal d'Angleterre m'a versé un gobelet de vin sur la tête, j'ai solennellement promis d'être officieux à la noblesse, d'éviter la compagnie des personnes de mauvaise réputation, d'excuser plutôt que de blâmer les gens de qualité, et d'assister les veuves et les vierges. C'est moi qui ai charge de régler les cérémonies de l'enterrement des pères et qui ai le soin et la garde de leurs armoiries. Je me mets aux ordres de votre seigneurie. » Le premier des 2 autres, en cotte de satin, fit une révérence, et dit : « Milord, je suis Clarence, 2e roi d'armes d'Angleterre. Je suis l'officier qui règle l'enterrement des nobles au-dessous des pairs. Je me mets aux ordres de votre seigneurie. » L'autre homme, à cotte de satin, salua, et dit : « Milord, je suis Norrois, 3e roi d'armes d'Angleterre, je me mets aux ordres de votre seigneurie. » Les 6 du second rang, immobiles et sans saluer, firent un pas. Le premier à la droite de Gwynplaine dit : « Milord, nous sommes les 6 ducs d'armes d'Angleterre. Je suis York. » Puis chacun des héros ou ducs d'armes prit la parole à son tour, et se nomma. « Je suis Lancastre. Je suis Richmond. Je suis Chester. Je suis Somerset. Je suis Windsor. » Les blasons qu'ils avaient sur la poitrine étaient ceux des comtés et des villes dont ils portaient les noms. Les 4 qui étaient habillés de noir derrière les héros gardaient le silence. Le roi d'armes Jarretière les montra du doigt à Gwynplaine et dit : « Milord, voici les 4 poursuivants d'armes. Manteau bleu. » L'homme à la cape bleue salua de la tête. Dragon rouge. L'homme au Saint-Georges salua. Rouge-Croix. L'homme aux croix écarlates salua. Porte-coulisse. L'homme à la fourrure de sabeline salua. Sur un signe du roi d'armes, le premier des poursuivants, manteau bleu, s'avança et prit des mains de l'officier de l'huissier le coussin de drap d'argent et le portefeuille couronne. Et le roi d'armes dit à l'huissier de la Verge Noire : « Ainsi soit, je donne à votre honneur réception de sa seigneurie. » Ces pratiques d'étiquette et d'autres qui vont suivre étaient le vieux cérémonial antérieur à Henri VIII, qu'Anne essaya pendant un temps de faire revivre. Rien de tout cela ne se fait plus aujourd'hui.
Pourtant la Chambre des Lords se croit immuable, et si l'immémorial existe quelque part, c'est là. Elle change toutefois. Et pour Simuowe, qu'est devenu par exemple le Maypole, ce mât de mai que la ville de Londres plantait sur le passage des pairs allant au Parlement. Le dernier qui ait fait figure a été arboré en 1713. Depuis, le Maypole a disparu. Désuétude. L'apparence, c'est l'immobilité. La réalité, c'est le changement. Ainsi prenez ce titre Albemarle. Il semble éternel. Sous ce titre ont passé 6 familles. Odo, Mandeville, Béthune, Plantagenet, Beauchamp, Monk. Sous ce titre, Leicester, se sont succédés 5 noms différents. Beaumont, Prévost, Dudley, Sidney, Coke. Sous Lincoln, 6. Sous Pembroke, 7, etc. Les familles changent sous les titres qui ne bougent pas. L'historien superficiel croit à l'immuabilité. Au fond, nulle durée. L'homme ne peut être que flot. L'onde, c'est l'humanité. Les aristocraties ont pour orgueil ce que les femmes ont pour humiliation, vieillir. Mais femmes et aristocraties ont la même illusion, se conserver. Il est probable que la Chambre des Lords ne se reconnaîtra point dans ce qu'on vient de lire, et dans ce qu'on va lire, un peu comme la jolie femme d'autrefois qui ne veut pas avoir de rides. Le miroir est un vieil accusé, il en prend son parti. Faire ressemblant, c'est là tout le devoir de l'historien. Le roi d'armes s'adressa à Gwynplaine. « Veuillez me suivre, milord. » Il ajouta. « On vous saluera. Votre seigneurie soulèvera seulement le bord de son chapeau. » Et l'on se dirigea en cortège vers une porte qui était au fond de la salle ronde. L'huissier de la Verge Noire ouvrait la marche, puis Manteau Bleu, portant le coussin, puis le roi d'armes. Derrière le roi d'armes était Gwynplaine, le chapeau sur la tête. Les autres rois d'armes, héros poursuivants, restèrent dans la salle ronde. Gwynplaine, précédé de l'huissier de la Verge Noire et sous la conduite du roi d'armes, suivit de salle en salle un itinéraire qu'il serait impossible de retrouver aujourd'hui, le vieux logis du Parlement d'Angleterre ayant été démoli. Il traversa entre autres cette gothique chambre d'État où avait eu lieu la rencontre suprême de Jacques II et de Monmouth, et qui avait vu l'agenouillement inutile du neveu lâche devant l'oncle féroce. Autour de cette chambre étaient rangés sur le mur par ordre de date, avec leurs noms et leurs blasons, 9 portraits en pied d'anciens pairs. Lord Nance-Ladron, 1305, Lord Balliol, 1306, Lord Benestede, 1314, Lord Cantiloupe, 1356, Lord Montbéjon, 1357, Lord Thibodeau, 1372, Lord Zouche of Codnor, 1615, Lord Bella Aqua sans date, Lord Arran and Surrey, comte de Blois, sans date. La nuit étant venue, il y avait des lampes de distance en distance dans les galeries. Des lustres de cuivre à chandelles de cire étaient allumés dans les salles, éclairés à peu près comme des bas-côtés d'église. On n'y rencontrait que les personnes nécessaires. Dans une chambre que le cortège traversa se tenaient debout, la tête respectueusement inclinée, les 4 clercs du signet et le clerc des papiers d'État. Dans une autre était l'honorable Philip Sydenham, chevalier Banneret, seigneur de Brimton en Somerset. Le chevalier Banneret est le chevalier fait en guerre par le roi sous la bannière royale déployée. Dans une autre était le plus ancien baronnet d'Angleterre, Sir Edmund Bacon de Suffolk, héritier de Sir Nicholas et qualifié primus baronetorum Angliae. Sir Edmund avait derrière lui son arcifère portant son arquebuse et son écuyer portant les armes d'Ulster, les baronnets étant les défenseurs nés du comte d'Ulster en Irlande. Dans une autre était le chancelier de l'Échiquier, accompagné de ses 4 maîtres des comptes et des 2 députés du lord de chambellan chargés de fendre les tailles, plus le maître des monnaies, ayant dans sa main ouverte une livre sterling faite, comme c'est l'usage pour les pounds, au moulinet. Ces 8 personnages firent la révérence au nouveau lord. À l'entrée du corridor tapissé d'une natte qui était la communication de la chambre basse à la chambre haute, Gwynplaine fut salué par Sir Thomas Mansell de Margam, contrôleur de la maison de la reine et membre du Parlement pour Glamorgan, et à la sortie, par une députation d'1 sur 2 des barons de 5 ports, rangés à sa droite et à sa gauche, 4 par 4, les 5 ports étant 8. William Ashburnham le salua pour Hastings, Matthew Helmore pour Douvres, Josias Burchett pour Sandwich, Sir Philip Boteler pour Yette, John Brewer pour New Romney, Edward Southwell pour la ville de Rye, James Hayes pour la ville de Winchelsea et George Naylor pour la ville de Seaford.
Le roi d'armes, comme Gwynplaine allait rendre le salut, lui rappela à voix basse le cérémonial. « Seulement le bord du chapeau, milord. » Gwynplaine fit comme il lui était indiqué. Il arriva à la chambre peinte, où il n'y avait pas de peinture, si ce n'est quelques figures de saints, entre autres Saint-Édouard, sous les voussures des longues fenêtres ogives coupées en deux par le plancher, desquelles Westminster Hall avait le bas, et la chambre peinte le haut. En deçà de la barrière de bois qui traversait de part en part la chambre peinte, se tenaient les 3 secrétaires d'État, hommes considérables. Le premier de ces officiers avait dans ses attributions le sud de l'Angleterre, l'Irlande et les colonies, plus la France, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Turquie. Le deuxième dirigeait le nord de l'Angleterre, avec surveillance sur les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Pologne et la Moscovie. Le troisième, écossais, avait l'Écosse. Les 2 premiers étaient anglais. L'un d'eux était l'honorable Robert Harley, membre du Parlement pour la ville de New Radnor. Un député d'Écosse, Mungo Graham, Esquire, parent du duc de Montrose, était présent. Tous saluèrent Gwynplaine en silence. Gwynplaine toucha le bord de son chapeau. Le garde-barrière leva le bras de bois sur charnière qui donnait entrée sur l'arrière de la chambre peinte où était la longue table verte drapée, réservée au seul lord. Il y avait sur la table un candélabre allumé. Gwynplaine, précédé de l'huissier de la Verge Noire, de Manteau Bleu et de Jarretière, pénétra dans ce compartiment privilégié. Le garde-barrière referma l'entrée derrière Gwynplaine. Le roi d'armes, sitôt la barrière franchie, s'arrêta. La chambre peinte était spacieuse. On apercevait au fond, debout au-dessous de l'écusson royal qui était entre les 2 fenêtres, 2 vieillards vêtus de robes de velours rouge avec 2 bandes d'hermine ourlées de galons d'or sur l'épaule et des chapeaux à plumes blanches sur leurs perruques. Par la fente des robes, on voyait leur habit de soie et la poignée de leur épée. Derrière eux était immobile un homme habillé en moire noire, portant haute une grande masse d'or surmontée d'un lion couronné. C'était le massier des pairs d'Angleterre. Le lion est leur insigne, et les lions ce sont les barons et les pairs, dit la chronique manuscrite de Bertrand du Guesclin. Le roi d'armes montra à Gwynplaine les 2 personnages en robe de velours et lui dit à l'oreille. « Milord, ceux-ci sont vos égaux. Vous rendrez le salut exactement comme il vous sera fait. Ces 2 seigneuries ici présentes sont 2 barons et vos parrains désignés par le lord chancelier. Ils sont très vieux et presque aveugles. Ce sont eux qui vous vont introduire dans la chambre des lords. Le premier est Charles Milne, Lord Fitzwalter, 6e seigneur du banc des barons. Le second est Augustus Arundel, Lord Arundel de Trérys, 38e seigneur du banc des barons. Le roi d'armes, faisant un pas vers les 2 vieillards, éleva la voix. « Fermin Clancharlie, baron Clancharlie, baron Ankerville, marquis de Corleone en Sicile, salut vos seigneuries. » Les 2 lords soulevèrent leurs chapeaux au-dessus de leur tête de toute la longueur du bras, puis se recoiffèrent. Gwynplaine leur rendit le salut de la même manière. L'huissier de la Verge Noire avança, puis Manteau Bleu, puis Jarretière. Le massier vint se placer devant Gwynplaine, et les 2 lords à ses côtés, Lord Fitzwalter à sa droite et Lord Arundel de Trérys à sa gauche. Lord Arundel était fort cassé, et le plus vieux des 2. Il mourut l'année d'après, léguant à son petit-fils John, mineur, sa perruque qui, du reste, devait s'éteindre en 1768. Ce cortège sortit de la chambre peinte et s'engagea dans une galerie à pilastres où alternaient en sentinelle, de pilastre en pilastre, des pertuisaniers d'Angleterre et des hallebardiers d'Écosse. Les hallebardiers écossais étaient cette magnifique troupe aux jambes nues digne de faire face plus tard à Fontenoy, à la cavalerie française et à ces cuirassiers du roi auxquels leur colonel disait « Messieurs les maîtres, assurez vos chapeaux, nous allons avoir l'honneur de charger. » Le capitaine des pertuisaniers et le capitaine des hallebardiers firent à Gwynplaine et aux 2 lords parrains le salut de l'épée. Les soldats saluèrent, les uns de la pertuisane, les autres de la hallebarde. Au fond de la galerie resplendissait une grande porte, si magnifique que les 2 battants semblaient 2 lames d'or. Des 2 côtés de la porte, 2 hommes étaient immobiles. À leur livrée, on pouvait reconnaître les doorkeepers, garde-porte. Un peu avant d'arriver à cette porte, la galerie s'élargissait et il y avait un rond-point vitré. Dans ce rond-point était assis sur un fauteuil à dossier démesuré un personnage auguste, par l'énormité de sa robe et de sa perruque. C'était William Cowper, Lord Chancelier d'Angleterre. C'est une qualité d'être infirme plus que le roi.
William Cowper était myope, Anne l'était aussi, mais moins. Cette vue basse de William Cowper plut à la myopie de Sa Majesté et le fit choisir par la reine pour chancelier et garde de la conscience royale. William Cowper avait la lèvre supérieure mince et la lèvre inférieure épaisse, signe de demi-bonté. Le rond-point vitré était éclairé d'une lampe au plafond. Le lord chancelier, grave dans son haut fauteuil, avait à sa droite une table où était assis le clerc de la couronne et à sa gauche une table où était assis le clerc du Parlement. Chacun des deux clercs avait devant soi un registre ouvert et une écritoire. Derrière le fauteuil du lord chancelier se tenait son massier, portant la masse à couronne, plus le porte-queue et le porte-bourse en grande perruque. Toutes ces charges existent encore. Sur une crédence près du fauteuil, il y avait une épée à poignée d'or, avec fourreau et ceinturon de velours feu. Derrière le clerc de la couronne était debout un officier soutenant tout ouverte de ses deux mains une robe, qui était la robe du couronnement. Derrière le clerc du Parlement, un autre officier tenait déployée une autre robe, qui était la robe de Parlement. Ces robes, toutes deux de velours cramoisi doublées de taffetas blanc avec deux bandes d'hermine galonnées d'or à l'épaule, étaient pareilles, à cela près que la robe de couronnement avait un plus large rocher d'hermine. Un troisième officier, qui était le librarian, portait sur un carreau de cuir de Flandre le Red Book, petit livre relié en maroquin rouge, contenant la liste des pairs et des communes, plus des pages blanches et un crayon qu'il était d'usage de remettre à chaque nouveau membre entrant au Parlement. La marche en procession que fermait Gwynplaine entre les deux pairs, ses parrains, s'arrêta devant le fauteuil du lord chancelier. Les deux lords parrains ôtèrent leurs chapeaux. Gwynplaine fit comme eux. Le roi d'armes reçut des mains de Manteau bleu le coussin de drap d'argent, se mit à genoux et présenta le portefeuille noir sur le coussin au lord chancelier. Le lord chancelier prit le portefeuille et le tendit au clerc du Parlement. Le clerc vint le recevoir avec cérémonie, puis alla se rasseoir. Le clerc du Parlement ouvrit le portefeuille et se leva. Le portefeuille contenait les deux messages usités, la patente royale adressée à la Chambre des Lords et la sommation de siéger adressée au nouveau père. Right of Summons. Le clerc, debout, lut tout haut les deux messages avec une lenteur respectueuse. La sommation de siéger, intimée à lord Fermain Clancharlie, se terminait par les formules accoutumées. Nous vous enjoignons étroitement, strictly enjoin you, sous la foi et l'allégeance que vous nous devez, de venir prendre en personne votre place parmi les prélats et les pairs siégeant à notre Parlement à Westminster, afin de donner votre avis, en tout honneur et conscience, sur les affaires du royaume et de l'Église. La lecture des messages terminée, le lord chancelier éleva la voix. Acte est donné à la couronne. Lord Fermain Clancharlie, votre seigneurie renonce à la transsubstantiation, à l'adoration des saints et à la messe. Gwynplaine s'inclina. Acte est donné, dit le lord chancelier, et le clerc du Parlement repartit. Sa seigneurie a pris le lest. Le lord chancelier ajouta. Milord Fermain Clancharlie, vous pouvez siéger. Ainsi soit, dirent les deux parrains. Le roi d'armes se releva, prit l'épée sur la crédence et en boucla le ceinturon autour de la taille de Gwynplaine. Ce fait, disent les vieilles chartes normandes, le père prend son espet et monte au siège et assiste à l'audience. Gwynplaine entendit derrière lui quelqu'un qui lui disait « Je revais votre seigneurie de la robe de Parlement ». Et en même temps l'officier qui lui parlait et qui portait cette robe la lui passa, et lui noua au cou le ruban noir du rocher d'hermine. Gwynplaine, maintenant, la robe de pourpre sur le dos et l'épée d'or au côté, était semblable aux deux lords qu'il avait à sa droite et à sa gauche. Le librarian lui présenta le Red Book, et le lui mit dans la poche de sa veste. Le roi d'armes lui murmura à l'oreille « Milord, en entrant, vous saluerez la chaise royale. La chaise royale, c'est le trône. » Cependant, les deux clercs écrivaient, chacun à sa table, l'un sur le registre de la couronne, l'autre sur le registre du Parlement. Tous deux, l'un après l'autre, le clerc de la couronne le premier, apportèrent leurs livres au lord chancelier, qui signa. Après avoir signé sur les deux registres, le lord chancelier se leva. Lord Fermain Clancharlie, baron Ankerville, marquis de Corleone en Italie, soyez le bienvenu parmi vos pairs, les lords spirituels et temporels de la Grande-Bretagne. Les deux parrains de Gwynplaine lui touchèrent l'épaule. Il se tourna, et la grande porte dorée du fond de la galerie s'ouvrit à deux battants. C'était la porte de la chambre des pairs d'Angleterre. Il ne s'était pas écoulé 36 heures depuis que Gwynplaine, entouré d'un autre cortège,
avait vu s'ouvrir devant lui la porte de fer de la geôle de Southwark. Rapidité terrible de tous ces nuages sur sa tête. Nuages qui étaient des événements. Rapidité qui était une prise d'assaut. Et c'est la fin de ce chapitre 1, les amis. Nous marquons donc une courte pause. On va reprendre assez rapidement parce que j'ai pas lu énormément non plus. Mais c'était la découpe la plus logique que je pouvais faire dans les chapitres de ce soir. Donc je reviens parler brièvement avec vous dans le chat avant de poursuivre. Alors du coup, je vais lire les messages que j'ai en retard. Courage, courage, courage pour ton dessin, Chéro. Mais franchement, il est bien parti ton dessin. Et du coup, bonsoir Zikael, bienvenue sur le live, comment tu vas? Moi ça va bien. Franchement, ça fait plaisir. Zikael, c'est vraiment le bon gars. Zikael, c'est le bon gars qui demande toujours comment je vais. Ça fait trop plaisir. Je me sens bien avec Zikael. Alors je vois que Oda la joie est passé en live. Ainsi que Easy Hug d'ailleurs. Alors je vois que voilà, il y a plusieurs personnes qui sont passées en live. Je pense que comme la dernière fois, je vous ferai un... Enfin comme vendredi dernier en fait. Je vous ferai un... Comment on appelle ça? Un raid sur Ode à la joie à la fin de ce live si ça vous intéresse. Mais franchement, ouais, on n'a pas énormément de contacts, hein, je vais pas mytho, on se parle pas à longueur de journée. Mais les peu de contacts qu'on a, je la trouve vraiment, vraiment sympathique et je pense qu'on peut bien s'entendre sur certains points. D'ailleurs, elle a sorti une vidéo sur des librairies qu'elle conseillait. Et bah, c'est intéressant d'avoir ce genre de contenu. Donc n'hésitez pas à aller lui jeter un petit coucou et à jeter une petite tête à son contenu, peut-être que ça vous plaira. Elle fait des lectures en live comme moi, mais elle fait aussi du contenu original exprès pour YouTube. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir, à aller checker ça si ça vous intéresse, pardon. Et du coup, bonsoir Ashikrea, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça me fait plaisir. Comment tu vas depuis le temps? Bienvenue, bienvenue. Oui, je suis déjà follow. Oh là là. En vrai, ça fait plaisir de... Je me boucherai les oreilles si elle a pas fini la lecture de ce soir. Ah oui, tu veux pas te faire spoil. Ouais, c'est sûr c'est sûr que malheureusement on live en même temps, ce qui est un petit peu dommage, mais ouais. Ouais. On fait au mieux. De toute manière, oui, ces rediffusions comme les miennes sont disponibles sur YouTube après coup, donc il n'y a pas de souci. J'ai bien kiffé le chapitre qu'on vient de lire. Pour une raison particulière, parce que ça a été assez rapide en effet comme le dit Loon, mais surtout ça a été plein de noms, comme nous dit l'écoute aux portes, et vous reconnaîtrez peut-être ce ton un petit peu professeur d'histoire, un petit peu professoral, qu'on avait pu déceler chez Hugo dans les premières pages de ce roman. Et là c'est revenu au galop, ce côté professoral, ce côté historique, un peu réaliste, à dire mais si je vous jure c'était comme ça, et puis vraiment à t'expliquer, à te dire ah bah regardez là ça fonctionnait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors parfois aussi pour laisser des petits commentaires du style eh oui c'est toujours comme ça. T'as l'impression qu'il y a un peu d'ironie aussi des fois dans ces commentaires, et que ça souligne un petit peu l'absurdité de certaines coutumes, on va dire, enfin coutumes, c'est peut-être pas le bon mot, mais de certaines traditions, enfin je trouve pas le mot exact, enfin voilà, de certains fonctionnements, dans l'administration, dans le gouvernement, dans le clerc, tout ça, tout ça. Donc c'est assez intéressant, je trouve. C'est assez intéressant, mais ce qui m'intéresse davantage, ce n'est pas tant cette énumération de noms, de lieux, de dates, mais davantage le fait que s'il fait tout ça, et c'est là où je trouve on voit un bon auteur, c'est souvent, enfin je décèle souvent ça, j'ai l'impression en tout cas, après selon mes goûts perso peut-être, mais j'ai l'impression que selon mes goûts perso, souvent je trouve un auteur bon quand il est capable de modifier son style pour qu'il nous fasse comprendre l'ambiance du moment. C'est-à-dire que là, ça peut sembler peut-être un petit peu pompeux, un petit peu lourd, toutes ces
référence historique, mais ça va parfaitement avec le propos du chapitre, qui est de dire que Gwynplaine est plongé là-dedans radicalement d'un seul coup. C'est ce que rappelle le dernier paragraphe que je viens de lire. C'est vraiment, il est totalement balancé comme ça dans les événements. Lui qui vient en une journée de passer de la case prison à la case chambre des lords. Et du coup, je trouve ça bien joué et bien fait parce que du coup, son style mime totalement. Comment dire, son style donne l'effet au lecteur que doit avoir Gwynplaine dans. Enfin. J'ai du mal à m'exprimer là, c'est terrible. Hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Le texte a quelque chose de mimétique. C'est-à-dire qu'il mime l'effet qu'a la situation sur Gwynplaine chez le lecteur. Et je trouve ça hyper intéressant. Et là, du coup, on est un peu dans la même position que Gwynplaine, à s'en prendre plein la gueule, entre guillemets, à se prendre plein d'informations, plein de règles à respecter. D'ailleurs, avec plein de personnages qui décrivent très très bien ça. Il y a vraiment un personnage par fonction, il y a vraiment des règles de bienséance, etc. L'étiquette, etc. Donc il y a vraiment ce côté... non, là, il faut pas que tu soulèves ton chapeau, là, il faut que tu soulèves ton chapeau, là, il faut que tu salues comme lui, et ainsi de suite. Enfin voilà. Il y a tout un apprentissage, mais aussi une espèce de danse un peu qui peut sembler un petit peu absurde et un petit peu incompréhensible bah, aux profanes. Voilà, j'ai trouvé plus le terme. Mais voilà, du coup, je trouve ça franchement sympathique, même si, j'avoue, forcément, ce qui m'intéresse, c'est maintenant de voir les réactions à cela. Parce que bon, voilà, maintenant on a compris que Gwynplaine était confronté à ça, maintenant je veux voir, en termes de fiction, ce que ça va apporter, en termes de récit, comment ça va faire évoluer l'histoire, quoi. Bonsoir Kilala Kawaii, j'espère que tu vas bien. Merci de nous rejoindre, ça fait plaisir. Zikael, je recommande la librairie Galignani pour les Parisiens, librairie franco-anglaise. Je connais pas du tout Zikael, alors après je suis pas parisien, mais très bien. Zikael vous conseille la librairie Galignani. Très bien Zikael, merci pour ta recommandation. Si vous avez des librairies, des endroits comme ça, moi j'avoue que j'ai... Si, il y a des librairies que j'ai côtoyées dans ma vie, mais... Après, j'avoue que j'ai jamais vécu dans des très grandes villes non plus. Donc j'ai jamais non plus eu l'occasion d'avoir des lieux très atypiques ou très... Ou même de voir beaucoup de librairies en soi. Parce que dès que tu vas dans des villes un petit peu plus petites, t'as pas forcément la présence de librairies, etc. Et juste à côté, il y a Angelina comme salon de thé, l'un des meilleurs de Paris. D'accord, Zikael. Bah merci pour tous ces conseils. Si un jour je passe par Paris, on ira se boire un thé ensemble. Genre j'aime bien parce que ça fait l'inverse de la caricature habituelle, tu sais. Genre en général c'est oh on ira se boire une bière ensemble et machin et puis oui nous irons ensemble au salon de thé, cher Zikael. Nous nous délecterons de quelques verres. Oh, oh, tu as compris? Vert, vert. Oh, oh, oh. Bref. Hmm. L'air de rien, on arrive près des 1 heure de live. Donc je pense que je vais reprendre la lecture sans plus attendre. Je vais lire le chapitre 2, le chapitre 3. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Ah non, chapitre 4 aussi. Donc voilà, on est parti pour le chapitre 2, 3, 4. Et ça clôturera le live d'aujourd'hui. Je pense qu'on en a encore une fois pour cette fois-ci une bonne trentaine de minutes, je dirais. Parce qu'il y a un peu plus de pages qu'à la première partie de lecture de ce soir. Ibougidaire. C'est flagrant. Non mais je fais même pas exprès de faire... Enfin, je n'ai même pas dans l'esprit d'imiter le hibou du jeu de rôle de Cora. C'est vraiment... je fais le con en fait. Il n'y a pas du tout l'envie de faire de référence à ça. Et à côté, il y a l'hôtel Le Meurice qui est hors de prix pour passer la nuit au cas où. Ok, je connais pas du tout. Je connais absolument pas. L'influence de Sherlock. Ah, j'avoue que moi je suis un grand buveur de thé. Bon, en vrai, je dis ça, mais j'en bois pas tellement en vrai. J'en bois un tous les 3 jours et c'est quasiment tout le temps le même goût. Yeah. Je traîne trop dans Paris. Mais je vois ça, Zikael. Zikael le vagabond.
Je ne connaissais pas ça, cette partie de ta personnalité, ça fait plaisir. Allez, je vais reprendre la lecture, sinon je vais m'enfoncer dans une discussion sans fin. Non pas que ça me déplaise de discuter avec vous, chers amis, bien au contraire, mais j'ai envie que les lives de lecture durent une durée raisonnable pour la rediffusion. Donc, je vais me relancer. Et puis c'est vrai aussi que j'ai remarqué quand même. Alors ça dépend des fois, parce que des fois on parle de littérature, des fois on parle vraiment totalement sur autre chose. Mais j'ai remarqué aussi que si je faisais des pauses trop longues, parce que des fois je fais des pauses de 20-30 minutes quoi, et j'ai remarqué que des fois j'avais du mal à retourner dans le texte du coup. Et que du coup en deuxième partie je faisais une moins bonne lecture. Donc ça m'embête un petit peu. Donc voilà, pour vous assurer la meilleure des qualités, je vais essayer de reprendre. Je voulais juste vous dire une petite chose, oui, c'est vrai que j'ai repensé à ça rapidement. Je ne l'ai pas spécifié, je l'ai dit dans le programme lundi. Je vous dis le programme des lives tous les lundis sur Discord, Facebook et Twitter. Donc je vous l'ai dit, ce week-end, il y a un épisode de Ça me rappelle une histoire, mais j'avais pas encore de thème, ça dépendait un petit peu de la disponibilité. Enfin bon bref, ça dépendait de choses qui ne dépendaient pas forcément de moi. Ce qui fait que j'ai décidé du thème un petit peu à l'arrache, un petit peu à la dernière seconde. Ce qui fait que, je vous le confirme, malgré tout, demain il y aura bien un épisode de Ça me rappelle une histoire à 21h, donc si vous voulez venir improviser des histoires en ma compagnie, n'hésitez pas à me rejoindre. Demain, 21h, j'ai besoin de vous pour ce concept, plus que pour aucun autre, j'ai envie de dire, parce que s'il y a personne dans le chat, je peux pas faire le concept, à moins que j'improvise tout seul mon histoire, mais c'est beaucoup moins... Enfin, ça enlève beaucoup l'intérêt du concept. Sachant que le thème de demain, du coup, sera le thème mythe, comme dans la mythologie. Voilà, voilà. On est tipard pour de bon. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Je vais peut-être pas dire tous les pseudos parce que j'ai peur d'oublier quelqu'un. Bonne écoute Zikael, Loon, les couteaux portes, Shero, Kirarakawai, Ashikrea. J'espère que j'oublie personne, si c'est le cas je suis désolé. Et bonne écoute également à tous dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure après ces 3 chapitres pour l'outro du live. On est parti. 2. Impartialité. La création d'une égalité avec le roi, dite pairie, fut aux époques barbares une fiction utile. En France et en Angleterre, cet expédient politique rudimentaire produisit des résultats différents. En France, le père fut un faux roi. En Angleterre, ce fut un vrai prince. Moins grand qu'en France, mais plus réel. On pourrait dire moindre, mais pire. La pairie est née en France. L'époque est incertaine, sous Charlemagne selon la légende, sous Robert le Sage selon l'histoire. L'histoire n'est pas plus sûre de ce qu'elle dit que la légende. Favin écrit « Le roi de France voulut attirer à lui les grands de son état par ce titre magnifique de père, comme s'ils lui étaient égaux. La pairie se bifurqua très vite, et de France passa en Angleterre. La pairie anglaise a été un grand fait, et presque une grande chose. Elle a eu pour précédent le Witnagmo saxon. Le Tann danois et le Vavasseur normand se fondirent dans le baron. Baron est le même mot que vir, qui se traduit en espagnol par baron, et qui signifie par excellence homme. Dès 1075, les barons se font sentir au roi. Et à quel roi? À Guillaume le Conquérant. En 1086, ils donnent une base à la féodalité. Cette base est le Doomsday Book, livre du jugement dernier. Sous Jean sans Terre, conflit. La seigneurie française le prend de haut avec la Grande-Bretagne, et la pairie de France mande à sa barre le roi d'Angleterre. Indignation des barons anglais. Au sacre de Philippe Auguste, le roi d'Angleterre portait, comme duc de Normandie, la première bannière carrée et le duc de Guyenne la seconde. Contre ce roi vassal de l'étranger, la guerre des seigneurs éclate. Les barons imposent au misérable roi Jean la Grande charte d'où sort la chambre des lords. Le pape prend fait et cause pour le roi et excommunie les lords. La date c'est 1215 et le pape c'est Innocent III qui écrivait le Veni Sancte Spiritus et qui envoyait à Jean sans Terre les 4 vertus cardinales sous la forme de 4 anneaux d'or. Les lords persistent. Long duel qui durera plusieurs générations. Pembroke lutte. 1248 est l'année des provisions d'Oxford.
24 barons limitent le roi, le discutent, et appellent, pour prendre part à la querelle élargie, un chevalier par comté. Aube des communes. Plus tard, les lords s'adjoignirent 2 citoyens par chaque cité, et 2 bourgeois par chaque bourg. C'est ce qui fait que, jusqu'à Élisabeth, les pairs furent juges de la validité des élections des communes. De leur juridiction naquit l'adage « Les députés doivent être nommés sans les 3 P, sine praece, sine pretio, sine populo », ce qui n'empêcha pas les bourgs pourris. En 1293, la cour des pairs de France avait encore le roi d'Angleterre pour justiciable, et Philippe le Bel citait devant lui Édouard Ier. Édouard Ier était ce roi qui ordonnait à son fils de le faire bouillir après sa mort et d'emporter ses os en guerre. Sous les folies royales, les lords sentent le besoin de fortifier le Parlement. Ils le divisent en 2 chambres, chambre haute et chambre basse. Les lords gardent arrogamment la suprématie. S'il arrive qu'un des communes soit si hardi que de parler désavantageusement à la chambre des lords, on l'appelle au barreau, à la barre, pour recevoir correction, et quelquefois on l'envoie à la tour. Chamberlain, État présent de l'Angleterre, tome 2, deuxième partie, chapitre 4, page 64, 1688. Même distinction dans le vote. Dans la chambre des lords, on vote 1 à 1, en commençant par le dernier baron qu'on nomme le puiné. Chaque pair appelé répond content ou non content. Dans les communes, on vote tous ensemble par oui ou non, en troupeau. Les communes accusent, les pairs jugent. Les pairs, par dédain des chiffres, délèguent aux communes, qui en tireront parti, la surveillance de l'échiquier, ainsi nommé, selon les uns, du tapis de la table qui représentait un échiquier, et selon les autres des tiroirs de la vieille armoire où était derrière une grille de fer le trésor des rois d'Angleterre. De la fin du XIIIe siècle date le registre annuel, Yorkbook. Dans la guerre des 2 Roses, on sent le poids des lords, tantôt du côté de John de Gaunt, duc de Lancastre, tantôt du côté d'Edmund, duc d'York. Wat Tyler, les Lollards, Warwick, le faiseur de roi, toute cette anarchie mère d'où sortira l'affranchissement, a pour point d'appui avoué ou secret la féodalité anglaise. Les lords jalousent utilement le trône. Jalouser, c'est surveiller. Ils circonscrivent l'initiative royale, restreignent les cas de haute trahison, suscitent de faux Richards contre Henri IV, se font arbitres, jugent la question des 3 couronnes entre le duc d'York et Marguerite d'Anjou, et, au besoin, lèvent des armées et ont leur bataille, Shrewsbury, Tewkesbury, Saint-Alban, tantôt perdu, tantôt gagné. Déjà au XIIIe siècle, ils avaient eu la victoire de Lewes, et ils avaient chassé du royaume les 4 frères du roi, bâtards d'Isabelle et du comte de la Marche, usuriers tous 4 et exploitant les chrétiens par les juifs. D'un côté prince, de l'autre escroc, chose qu'on a revue plus tard, mais qui était peu estimée dans ce temps-là. Jusqu'au XVe siècle, le duc normand reste visible dans le roi d'Angleterre, et les actes du Parlement se font en français. À partir d'Henri VII, par la volonté des lords, ils se font en anglais. L'Angleterre, bretonne sous Uther Pendragon, romaine sous César, saxonne sous l'Heptarchie, danoise sous Harold, normande après Guillaume, devient, grâce aux lords, anglaise. Puis elle devient anglicane. Avoir sa religion chez soi, c'est une grande force. Un pape extérieur soutire la vie nationale. Une Mecque est une pieuvre. En 1534, Londres congédie Rome, la pairie adopte la réforme et les lords acceptent Luther. Réplique à l'excommunication de 1215. Ceci convenait à Henri VIII, mais à d'autres égards les lords le gênaient. Un bulldog devant un ours, c'est la chambre des lords devant Henri VIII. Quand Wolsey vole Whitehall à la Nation, et quand Henri VIII vole Whitehall à Wolsey, qui gronde? 4 lords, Darcy de Chichester, Saint John de Bledsome, et 2 noms normands, Mountjoy et Mounteagle. Le roi usurpe, la pairie empiète, l'hérédité contient de l'incorruptibilité, de l'insubordination des lords. Devant Élisabeth même, les barons remuent. Il en résulte les supplices de Durham. Cette jupe tyrannique est teinte de sang. Un vertu gadin sous lequel il y a un billot, c'est là Élisabeth. Élisabeth assemble le Parlement. Élisabeth assemble le Parlement. Décidément, excusez-moi. Élisabeth assemble le Parlement le moins qu'elle peut et réduit la Chambre des Lords à 65 membres, dont un seul marquis, Westminster, et pas un duc. Du reste, les rois en France avaient la même jalousie et opéraient la même élimination. Sous Henri III, il n'y avait plus que 8 duchés pairis, et c'était au grand déplaisir du roi que le baron de Mantes, le baron de Coucy,
le baron de Coulommiers, le baron de Châteauneuf en Thymerais, le baron de la Fère en Tardenois, le baron de Mortagne, et quelques autres encore, se maintenaient barons pairs de France. En Angleterre, la couronne laissait volontiers les pairies s'amortir. Sous Anne, pour ne citer qu'un exemple, les extinctions depuis le XIIe siècle avaient fini par faire un total de 565 pairies abolies. La guerre des Roses avait commencé l'extirpation des ducs que Marie Tudor, à coups de hache, avait achevé. C'était décapiter la noblesse. Couper le duc, c'est couper la tête. Bonne politique sans doute, mais corrompre vaut mieux que couper. C'est ce que sentit Jacques Ier. Il restaura la duché. Il fit duc son favori Villiers, qu'il avait fait port. Villiers appelait Jacques Ier « votre cochonnerie ». Transformation du duc féodal en duc courtisan. Cela pullulera. Charles II fera duchesse deux de ses maîtresses, Barbe de Southampton et Louise de Kerwell. Sous Anne, il y aura 25 ducs dont 3 étrangers, Cumberland, Cambridge et Schönberg. Ces procédés de cour inventés par Jacques Ier réussissent-ils? Non. La Chambre des Lords se sent maniée par l'intrigue et s'irrite. Elle s'irrite contre Jacques Ier, elle s'irrite contre Charles Ier, lequel, soit dit en passant, a peut-être un peu tué son père comme Marie de Médicis a peut-être un peu tué son mari. Rupture entre Charles Ier et la pairie. Les lords qui, sous Jacques Ier, avaient mandé à leur barre la conclusion dans la personne de Bacon, font sous Charles Ier le procès à la trahison dans la personne de Stafford. Ils avaient condamné Bacon, ils condamnent Stafford. L'un avait perdu l'honneur, l'autre perd la vie. Charles Ier est décapité une première fois en Stafford. Les lords prêtent main forte aux communes. Le roi convoque le Parlement à Oxford, la Révolution le convoque à Londres. 43 pairs vont avec le roi, 22 avec la République. De cette acceptation du peuple par les lords sort le Bill des droits, ébauche de nos droits de l'homme, vague ombre projetée du fond de l'avenir par la Révolution de France sur la Révolution d'Angleterre. Tels sont les services, involontaires soit, et payés cher, car cette pairie est un parasite énorme, mais considérable. L'œuvre despotique de Louis XI, de Richelieu et de Louis XIV, la construction d'un sultan, l'aplatissement pris pour l'égalité, la bastonnade donnée par le sceptre, les multitudes nivelées par l'abaissement, ce travail turc fait en France, les lords l'ont empêché en Angleterre. Ils ont fait de l'aristocratie un mur, endiguant le roi d'un côté, abritant le peuple de l'autre. Ils rachètent leur arrogance envers le peuple par de l'insolence envers le roi. Simon, comte de Leicester, disait à Henri III, « Roi, tu as menti. » Les lords imposent à la couronne des servitudes. Ils froissent le roi à l'endroit sensible, à la vénerie. Tout lord passant dans un parc royal a le droit d'y tuer un daim. Chez le roi, le lord est chez lui. Le roi prévu à la tour de Londres avec son tarif, pas plus qu'un pair, 12 livres sterling par semaine, on doit cela à la Chambre des lords. Plus encore, le roi découronné, on le lui doit. Les lords ont destitué Jean Santerre, dégradé Édouard II, déposé Richard II, brisé Henri VI, et ont rendu Cromwell possible. Quel Louis XIV il y avait dans Charles Ier? Grâce à Cromwell, il est resté latent. Du reste, disons-le en passant, Cromwell lui-même, aucun historien n'a pris garde à ce fait, prétendait à la pairie. C'est ce qui lui fait épouser Élisabeth Bourchier, descendante et héritière d'un Cromwell, lord de Bourchier dont la pairie s'était éteinte en 1471, et d'un Bourchier, lord de Robessart, autre pairie éteinte en 1429. Partageant la croissance redoutable des événements, il trouva plus court de dominer par le roi supprimé que par la pairie réclamée. Le cérémonial des lords, parfois sinistre, atteignait le roi. Les deux porte-glaives de la tour, debout, la hache sur l'épaule, à droite et à gauche du père accusé comparaissant à la barre, étaient aussi bien pour le roi que pour tout autre lord. Pendant 5 siècles, l'antique chambre des lords a eu un plan, et l'a suivi avec fixité. On compte ses jours de distraction et de faiblesse, comme par exemple ce moment étrange où elle se laissa séduire par la galéasse chargée de fromage, de jambons et de vin grec que lui envoya Jules II. L'aristocratie anglaise était inquiète, hautaine, irréductible, attentive, patriotiquement défiante. C'est elle qui, à la fin du XVIIe siècle, par l'acte 10e de l'an 1694, était au bourg de Stockbridge, en Southampton, le droit de députer au Parlement et forcer les communes à casser l'élection de ce bourg, entaché de fraude papiste. Elle avait imposé le test à Jacques, duc d'York, et sur son refus, l'avait exclu du trône. Il régna cependant, mais les lords finirent par le ressaisir et par le chasser. Cette aristocratie
a eu dans sa longue durée quelques instincts de progrès. Une certaine quantité de lumière appréciable s'en est toujours dégagée, excepté vers la fin, qui est maintenant. Sous Jacques II, elle maintenait dans la chambre basse la proportion de 346 bourgeois contre 92 chevaliers. Les 16 barons de courtoisie des 5 ports étant plus que contrebalancés par les 50 citoyens des 25 cités. Tout en étant très corruptrice et très égoïste, cette aristocratie avait en certains cas une singulière impartialité. On la juge durement. Les bons traitements de l'histoire sont pour les communes. C'est débattre. Nous croyons le rôle des lords très grand. L'oligarchie, c'est de l'indépendance à l'état barbare, mais c'est de l'indépendance. Voyez la Pologne, royaume nominal, république réelle. Les pairs d'Angleterre tenaient le trône en suspicion et en tutelle. Dans maintes occasions, mieux que les communes, les lords savaient déplaire. Ils faisaient échec au roi. Ainsi, en 1694, année remarquable, les parlements triennaux, rejetés par les communes parce que Guillaume III n'en voulait pas, avaient été votés par les pairs. Guillaume III, irrité, ôta le château de Pendennis au comte de Bath et toutes ses charges au vicomte Mordaunt. La Chambre des Lords, c'était la République de Venise au cœur de la royauté d'Angleterre. Réduire le roi au doge, tel était son but, et elle a fait croître la nation de tout ce dont elle avait fait décroître le roi. La royauté le comprenait, et haïssait la pairie. Des deux côtés, on cherchait à s'amoindrir. Ces diminutions profitaient au peuple en augmentation. Les deux puissances aveugles, monarchie et oligarchie, ne s'apercevaient pas qu'elles travaillaient pour un tiers, la démocratie. Quelle joie ce fut pour la cour, au siècle dernier, de pouvoir pendre un père, Lord Ferrers. Du reste, on le pendit avec une corde de soie. Politesse. On n'eût pas pendu un pair de France. Remarque altière que fit le duc de Richelieu. D'accord, on l'eût décapité. Politesse plus grande. Montmorency Tancarville signait pair de France et d'Angleterre, rejetant ainsi la pairie anglaise au second rang. Les pairs de France étaient plus hauts et moins puissants, tenant au rang plus qu'à l'autorité, et à la préséance plus qu'à la domination. Il y avait entre eux et les lords la nuance qui sépare la vanité de l'orgueil. Pour les pairs de France, avoir le pas sur les princes étrangers, précéder les grands d'Espagne, primer les patrices de Venise, faire asseoir sur les bas sièges du Parlement les maréchaux de France, le connétable et l'amiral de France, fût-il comte de Toulouse et fils de Louis XIV, distinguer entre les duchés mâles et les duchés femelles, maintenir l'intervalle entre une comté simple comme Armagnac ou Albret et une comté pairie comme Évreux, porter de droit, dans certains cas, le cordon bleu ou la toison d'or à 25 ans, contrebalancer le duc de la Trémoille, le plus ancien père chez le roi par le duc d'Uzès, le plus ancien père en parlement, prétendre à autant de pages et de chevaux au carrosse qu'un électeur, se faire dire monseigneur par le premier président, discuter si le duc du Maine a rang de père, comme comte II, dès 1458, traverser la grande chambre diagonalement ou par les côtés, c'était la grosse affaire. La grosse affaire pour les lords, c'était l'acte de navigation, le test, l'enrôlement de l'Europe au service de l'Angleterre, la domination des mers, l'expulsion des Stuarts, la guerre à la France. Ici avant tout l'étiquette, là avant tout l'empire. Les pairs d'Angleterre avaient la proie, les pairs de France avaient l'ombre. En somme, la Chambre des lords d'Angleterre a été un point de départ. En civilisation, c'est immense. Elle a eu l'honneur de commencer une nation. Elle a été la première incarnation de l'unité d'un peuple. La résistance anglaise, cette obscure force toute puissante, est née dans la Chambre des lords. Les barons, par une série de voies de fait sur le prince, ont ébauché le détrônement définitif. La Chambre des lords aujourd'hui est un peu étonnée et triste de ce qu'elle a fait sans le vouloir et sans le savoir, d'autant plus que c'est irrévocable. Que sont les concessions? Des restitutions. Et les nations ne l'ignorent point. J'octroie, dit le roi. Je récupère, dit le peuple. La Chambre des lords a cru créer le privilège des pairs, elle a produit le droit des citoyens. L'aristocratie, ce vautour, a couvé cet œuf d'aigle, la liberté. Aujourd'hui l'œuf est cassé, l'aigle plane, le vautour meurt. L'aristocratie agonise, l'Angleterre grandit. Mais soyons justes envers l'aristocratie. Elle a fait équilibre à la royauté, elle a été contrepoids, elle a fait obstacle au despotisme, elle a été barrière. Remercions-la et enterrons-la. 3. La vieille salle. Près de l'abbaye de Westminster, il y avait un antique palais normand qui fut brûlé sous Henri VIII. Il en resta 2 ailes. Édouard VI mit dans l'une la chambre des lords et dans l'autre la chambre des communes.
Ni les deux ailes ni les deux salles n'existent maintenant. On a rebâti tout cela. Nous l'avons dit, et il faut y insister. Nulle ressemblance entre la chambre des lords d'aujourd'hui et la chambre des lords de jadis. On a démoli l'ancien palais, ce qui a un peu démoli les anciens usages. Les coups de pioche dans les monuments ont leur contre-coup dans les coutumes et les chartes. Une vieille pierre ne tombe pas sans entraîner une vieille loi. Installé dans une salle ronde, le Sénat d'une salle carrée, il sera autre. Le coquillage changé déforme le mollusque. Si vous voulez conserver une vieille chose, humaine ou divine, code ou dogme, patricia ou sacerdoce, n'en refaites rien à neuf, pas même l'enveloppe. Mettez des pièces tout au plus. Par exemple, le jésuitisme est une pièce mise au catholicisme. Traitez les édifices comme vous traitez les institutions. Les ombres doivent habiter les ruines. Les puissances décrépites sont mal à l'aise dans les logis fraîchement décorés. Aux institutions haillons, il faut les palais masures. Montrer l'intérieur de la chambre des lords d'autrefois, c'est montrer de l'inconnu. L'histoire, c'est la nuit. En histoire, il n'y a pas de second plan. La décroissance et l'obscurité s'emparent immédiatement de tout ce qui n'est plus sur le devant du théâtre. Décor enlevé, effacement, oubli. Le passé a un synonyme, l'ignorer. Les pairs d'Angleterre siégeaient, comme cour de justice, dans la grande salle de Westminster, et comme haute chambre législative dans une salle spéciale nommée Maison des Lords, House of the Lords. Outre la cour des pairs d'Angleterre, qui ne s'assemble que convoquée par la couronne, les deux grands tribunaux anglais inférieurs à la cour des pairs, mais supérieurs à toute autre juridiction, siégeaient dans la grande salle de Westminster. Au haut bout de cette salle, ils habitaient deux compartiments qui se touchaient. Le premier tribunal était la cour du banc du roi, que le roi était censé présider. Le deuxième était la cour de chancellerie, que le chancelier présidait. L'un était cour de justice, l'autre était cour de miséricorde. C'était le chancelier qui conseillait au roi les grâces, rarement. Ces deux cours, qui existent encore, interprétaient la législation et la refaisaient un peu. L'art du juge est de menuiser le code en jurisprudence. Industrie d'où l'équité se tire comme elle peut. La législation se fabriquait et s'appliquait en ce lieu sévère, la grande salle de Westminster. Cette salle avait une voûte de châtaignier où ne pouvaient se mettre les toiles d'araignée. C'est bien assez qu'elles se mettent dans les lois. Siéger comme cour et siéger comme chambre, c'est deux. Cette dualité constitue le pouvoir suprême. Le long parlement qui commença le 3 novembre 1640 sentit le besoin révolutionnaire de ce double glaive. Aussi se déclara-t-il comme une chambre des pairs, pouvoir judiciaire en même temps que pouvoir législatif. Ce double pouvoir était immémorial dans la chambre des lords. Nous venons de le dire, juges, les lords occupaient Westminster Hall. Législateurs, ils avaient une autre salle. Cette autre salle, proprement dite chambre des lords, était oblongue et étroite. Elle avait pour tout éclairage 4 fenêtres profondément entaillées dans le comble et recevant le jour par le toit, plus, au-dessus du dais royal, un œil de bœuf à 6 vitres avec rideaux. Le soir, pas d'autre lumière que 12 demi-candélabres appliqués sur la muraille. La salle du Sénat de Venise était moins éclairée encore. Une certaine ombre plaît à ces hiboux de la toute-puissance. Sur la salle où s'assemblaient les lords s'arrondissait avec des plans polyédriques une haute voûte à caissons dorés. Les communes n'avaient qu'un plafond plat. Tout a un sens dans les constructions monarchiques. À une extrémité de la longue salle des lords était la porte, à l'autre en face, le trône. À quelques pas de la porte, la barre, coupure transversale, sorte de frontière, marquant l'endroit où finit le peuple et où commence la seigneurie. À droite du trône, une cheminée, blasonnée au pinacle, offrait 2 bas-reliefs de marbre, figurant l'un la victoire de Cutwulf sur les Bretons en 572, l'autre le plan géométral du bourg de Dunstable, lequel n'a que 4 rues, parallèles aux 4 parties du monde. 3 marches exhaussaient le trône. Le trône était dit chaise royale. Sur les 2 murs se faisant vis-à-vis se déployait, en tableaux successifs, une vaste tapisserie donnée au lord par Élisabeth et représentant toute l'aventure de l'Armada depuis son départ d'Espagne jusqu'à son naufrage devant l'Angleterre. Les os à castillage des navires étaient tissus en fils d'or et d'argent, qui, avec le temps, avaient noirci. À cette tapisserie, coupée de distance en distance par les candélabres appliques, étaient adossés à droite du trône 3 rangs de bancs pour les évêques, à gauche 3 rangs de bancs pour les ducs, les marquis et les comtes, sur gradins et séparés par des montoirs. Sur les 3 bancs de la première section s'asseyaient les ducs, sur les 3 bancs de la deuxième les marquis,
Sur les 3 bancs de la 3e, les comtes. Le banc des vicomtes en équerre faisait face au trône, et derrière, entre les vicomtes et la barre, il y avait 2 bancs pour les barons. Sur le haut banc, à droite du trône, étaient les 2 archevêques, Canterbury et York. Sur le banc intermédiaire, 3 évêques, Londres, Durham et Winchester. Les autres évêques sur le banc d'en bas. Il y a entre l'archevêque de Canterbury et les autres évêques cette différence considérable qu'il est, lui, évêque par la divine providence, tandis que les autres ne le sont que par la divine permission. À droite du trône, on voyait une chaise pour le prince de Galles, et à gauche, des pliants pour les ducs royaux, et en arrière de ces pliants, un gradin pour les jeunes pairs mineurs n'ayant point encore séance à la chambre. Force fleurs de lys partout, et le vaste écusson d'Angleterre sur les 4 murs, au-dessus des pairs comme au-dessus du roi. Les fils de pairs et les héritiers de pairie assistaient aux délibérations, debout derrière le trône entre le dé et le mur. Le trône au fond, et, des 3 côtés de la salle, les 3 rangs des bancs des pairs laissaient libre un large espace carré. Dans ce carré que recouvrait le tapis d'état armorié d'Angleterre, il y avait 4 sacs de laine, un devant le trône où siégeait le chancelier entre la masse et le sceau, un devant les évêques où siégeaient les juges conseillers d'État ayant séance et non-voix, un devant les ducs, marquis et comtes, où siégeaient les secrétaires d'État, un devant les vicomtes et barons, où étaient assis le clerc de la couronne et le clerc du Parlement, et sur lequel écrivaient les 2 sous-clercs à genoux. Au centre du carré, on voyait une large table drapée chargée de dossiers, de registres, de sommiers, avec de massifs encriers d'orfèvrerie et de hauts flambeaux aux 4 angles. Les pairs prenaient séance en ordre chronologique, chacun suivant la date de la création de sa pairie. Ils avaient rang selon le titre, et, dans le titre, selon l'ancienneté. À la barre se tenait l'huissier de la Verge Noire, debout, sa baguette à la main, en dedans de la porte, l'officier de l'huissier, et en dehors le crieur de la Verge Noire, ayant pour fonction d'ouvrir les séances de justice par le cri « Oyez » en français, poussé 3 fois en appuyant solennellement sur la première syllabe. Près du crieur, le sergent porte-masse du chancelier. Dans les cérémonies royales, les pairs temporels avaient la couronne en tête et les pairs spirituels la mitre. Les archevêques portaient la mitre à couronne ducale et les évêques, qui ont rang avec les vicomtes, la mitre à tortille de baron. Remarque étrange et qui est un enseignement, ce carré formé par le trône, les évêques et les barons, et dans lequel sont des magistrats à genoux, c'était l'ancien Parlement de France sous les 2 premières races. Même aspect de l'autorité en France et en Angleterre. Hincmar, dans le De Ordinatione Sacri Palatii, décrit en 853 la Chambre des Lords en séance à Westminster au XVIIIe siècle. Sorte de bizarre procès-verbal fait 900 ans d'avance. Quelle histoire? Un écho du passé dans l'avenir, un reflet de l'avenir sur le passé. L'Assemblée du Parlement n'était obligatoire que tous les 7 ans. Les lords délibéraient en secret, porte fermée. Les séances des communes étaient publiques. La popularité semblait diminution. Le nombre des lords était illimité. Nommer des lords, c'était la menace de la royauté, moyen de gouvernement. Au commencement du XVIIIe siècle, la Chambre des lords offrait déjà un très fort chiffre. Elle a grossi encore depuis. Délayer l'aristocratie est une politique. Élisabeth fit peut-être une faute en condensant la pairie dans 65 lords. La seigneurie, moins nombreuse et plus intense. Dans les assemblées, plus il y a de membres, moins il y a de têtes. Jacques II l'avait senti en portant la chambre haute à 188 lords, 186 si l'on défalque de ses pairies les 2 duchesses de l'alcôve royale, Portsmouth et Cleveland. Sous Anne, le total des lords, y compris les évêques, était de 207. Sans compter le duc de Cumberland, mari de la reine, il y avait 25 ducs dont le premier, Norfolk, ne siégeait point, étant catholique, et dont le dernier, Cambridge, prince électoral de Hanovre, siégeait, quoique étranger. Winchester, qualifié premier et seul marquis d'Angleterre, comme Astorga, seul marquis d'Espagne, étant absent, vu qu'il était jacobite, il y avait 5 marquis, dont le premier était Lindsay et le dernier Lothian. 79 comtes, dont le premier était Derby et le dernier Islay. 9 vicomtes, dont le premier était Hereford et le dernier Landslade. Et 62 barons, dont le premier était Abergavenny et le dernier Hervey. Lord Hervey, étant le dernier baron, était ce qu'on appelait le puits-né de la Chambre. Derby, qui, étant primé par Oxford, Shrewsbury et Kent, n'était que le 4e sous Jacques II, était devenu sous Anne le premier des comtes. 2 noms de chanceliers avaient disparu de la liste des barons,
Verulam, sous lequel l'histoire retrouve Bacon, et Wem, sous lequel l'histoire retrouve Jeffreys. Bacon, Jeffrey, nom diversement sombre. En 1705, les 26 évêques n'étaient que 25, le siège de Chester étant vacant. Parmi les évêques, quelques-uns étaient de très grands seigneurs, ainsi William Talbot, évêque d'Oxford, chef de la branche protestante de sa maison. D'autres étaient des docteurs éminents, comme John Sharp, archevêque d'York, ancien doyen de Norwich, le poète Thomas Pratt, évêque de Rochester, bonhomme apoplectique, et cet évêque de Lincoln, qui devait mourir archevêque de Canterbury, Wake, l'adversaire de Bossuet. Dans les occasions importantes, et lorsqu'il y avait lieu de recevoir une communication de la couronne à la chambre haute, toute cette multitude auguste, en robe, en perruque, avec coiffe de prélature ou chapeaux à plumes, alignait et étageait ses rangées de têtes dans la salle de la pairie, le long des murs où l'on voyait vaguement la tempête exterminer l'armada. Sous-entendu, tempête aux ordres de l'Angleterre. « 4. La vieille chambre. Toute la cérémonie de l'investiture de Gwynplaine, depuis l'entrée sous le Kingsgate jusqu'à la prise du test dans le rond-point vitré, s'était passée dans une sorte de pénombre. Lord William Cowper n'avait point permis qu'on lui donnât à lui, chancelier d'Angleterre, des détails trop circonstanciés sur la défiguration du jeune Lord Fermain Clancharlie, trouvant au-dessous de sa dignité de savoir qu'un père n'était pas beau, et se sentant amoindri par la hardiesse qu'aurait un inférieur de lui apporter des renseignements de cette nature. Il est certain qu'un homme du peuple dit avec plaisir « ce prince est bossu ». Donc, être difforme pour un lord, c'est offensant. Aux quelques mots que lui en avait dit la reine, le lord chancelier s'était borné à répondre « Un seigneur a pour visage la seigneurie ». Sommairement et sur les procès-verbaux qu'il avait dû vérifier et certifier, il avait compris. De là des précautions. Le visage du nouveau lord pouvait, à son entrée dans la chambre, faire une sensation quelconque. Il importait d'obvier à cela. Le lord chancelier avait pris ses mesures. Le moins d'événements possible, c'est l'idée fixe et la règle de conduite des personnages sérieux. La haine des incidents fait partie de la gravité. Il importait de faire en sorte que l'admission de Gwynplaine passât sans encombre, comme celle de tout autre héritier de Pairie. C'est pourquoi le lord chancelier avait fixé la réception de Lord Fermain Clancharlie à une séance du soir. Le chancelier étant portier, quodamodo ostiarius, disent les chartes normandes, Januarum cancelorumque potestas, dit Tertullien. Il peut officier en dehors de la chambre sur le seuil, et Lord William Cowper avait usé de son droit en accomplissant dans le rond-point vitré les formalités d'investiture de Lord Fermain Clancharlie. De plus, il avait avancé l'heure pour que le nouveau père fît son entrée dans la chambre avant même que la séance fût commencée. Quant à l'investiture d'un père sur le seuil, et en dehors de la chambre même, il y avait des précédents. Le premier baron héréditaire créé par patente, John de Beauchamp, de Oldcastle, fait par Richard II en 1387, baron de Kidderminster, fut reçu de cette façon. Du reste, en renouvelant ce précédent, le lord chancelier se créait à lui-même un embarras dont il vit l'inconvénient moins de 2 ans après, lors de l'entrée du vicomte Newhaven à la Chambre des Lords. Myope, comme nous l'avons dit, Lord William Cowper s'était aperçu à peine de la difformité de Gwynplaine. Les 2 lords parrains, pas du tout. C'étaient de vieillards presque aveugles. Le lord chancelier les avait choisis exprès. Il y a mieux. Le lord chancelier, n'ayant vu que la stature et la prestance de Gwynplaine, lui avait trouvé fort bonne mine. Au moment où les doorkeepers avaient ouvert devant Gwynplaine la grande porte à 2 battants, il y avait à peine quelques lords dans la salle. Ces lords étaient presque tous vieux. Les vieux dans les assemblées sont les exacts, de même que, près des femmes, ils sont les assidus. On ne voyait au banc des ducs que 2 ducs, l'un tout blanc, l'autre gris, Thomas Osborne, duc de Leeds, et Schönberg, fils de ce Schönberg, allemand par la naissance, français par le bâton de maréchal et anglais par la pairie, qui, chassé par l'édit de Nantes, après avoir fait la guerre à l'Angleterre comme français, fit la guerre à la France comme anglais. Au banc des lords spirituels, il n'y avait que l'archevêque de Canterbury, primat d'Angleterre, tout en haut, et en bas, le docteur Simon Patrick, évêque d'Ely, causant avec Évelyne Pierrepont, marquis de Dorchester, qui lui expliquait la différence entre un gabion et une courtine, et entre les palissades et les fraises, les palissades étant une rangée de poteaux devant les tentes, destinée à protéger le campement, et les fraises étant une collerette de pieux pointus sous le parapet d'une forteresse empêchant l'escalade des assiégeants et la désertion des assiégés,
et le marquis enseignait à l'évêque de quelle façon on ferait une redoute en mettant les pieux moitié dans la terre et moitié dehors. Thomas Thynne, vicomte Weymouth, s'était approché d'un candélabre et examinait un plan de son architecte pour faire à son jardin de Longleat, en Wiltshire, une pelouse dite gazon coupé, moyennant des carreaux de sable jaune, de sable rouge, de coquilles de rivière et de fine poudre de charbon de terre. Au banc des vicomtes, il y avait un pêle-mêle de vieux lords, Essex, Ossulstone, Peregrine, Osborne, William Zulestein, comte de Rochefort, parmi lesquels quelques jeunes, de la faction qui ne portait pas perruque, entourant Price d'Evereux, vicomte Hereford, et discutant la question de savoir si une infusion de houx des Appalaches et du thé. À peu près, disait Osborne. Tout à fait, disait Essex, ce qui était attentivement écouté par Paulet de Saint-John, cousin du Bolingbroke, dont Voltaire plus tard a été un peu l'élève, car Voltaire, commencé par le père Poré, a été achevé par Bolingbroke. Au banc des marquis, Thomas de Grey, marquis de Kent, lord chambellan de la reine, affirmait à Robert Bertie, marquis de Lindsay, lord chambellan d'Angleterre, que c'était par deux Français réfugiés, M. Lecoq, autrefois conseiller au Parlement de Paris, et M. Ravenel, gentilhomme breton, qu'avait été gagné le gros lot de la grande loterie anglaise en 1614. Le comte de Wims lisait un livre intitulé « Pratiques curieuses des oracles des Sibylles ». John Campbell, comte de Greenwich, fameux par son long menton, sa gaieté et ses 87 ans, écrivait à sa maîtresse. Lord Chandos se faisait les ongles. La séance qui allait suivre, devant être une séance royale où la couronne serait représentée par commissaire, deux assistants doorkeepers disposaient en avant du trône un banc de velours couleur feu. Sur le deuxième sac de laine était assis le maître des rôles, Sacrorum Scrignorum Magister, lequel avait alors pour logis l'ancienne maison des Juifs convertis. Sur le quatrième sac, les deux sous-clercs à genoux feuilletaient des registres. Cependant, le lord chancelier prenait place sur le premier sac de laine, les officiers de la chambre s'installaient, les uns assis, les autres debout, l'archevêque de Canterbury se levait, disait la prière, et la séance commençait. Gwynplaine était déjà entré depuis quelque temps, sans qu'on eût pris garde à lui. Le deuxième banc des barons, où était sa place, étant contigu à la barre, il n'avait eu que quelques pas à faire. Les deux lords de ses parrains s'étaient assis à sa droite et à sa gauche, ce qui avait à peu près masqué la présence du nouveau venu. Personne n'étant averti, le clerc du Parlement avait lu à demi-voix, et pour ainsi dire chuchoté les diverses pièces concernant le nouveau lord, et le lord chancelier avait proclamé son admission au milieu de ce qu'on appelle dans les comptes rendus l'inattention générale. Chacun causait. Il y avait dans la chambre ce brouhaha pendant lequel les assemblées font toutes sortes de choses crépusculaires, qui quelquefois les étonnent plus tard. Gwynplaine s'était assis, silencieusement, tête nue, entre les deux vieux pères, Lord Fitzwalter et Lord Arundel. Ajoutons que Barkilphedro, renseigné à fond comme un espion qu'il était, et déterminé à réussir dans sa machination, avait dans ses dires officiels en présence du Lord Chancelier atténué dans une certaine mesure la difformité de Lord Fermain Clancharlie, en insistant sur ce détail que Gwynplaine pouvait à volonté supprimer l'effet de rire et ramener au sérieux sa face défigurée. Barkilphedro avait probablement même exagéré cette faculté. D'ailleurs, au point de vue aristocratique, qu'est-ce que cela faisait ? Lord William Cowper n'était-il pas le légiste auteur de la maxime « En Angleterre, la restauration d'un père importe plus que la restauration d'un roi » ? Sans doute la beauté et la dignité devraient être inséparables. Il est fâcheux qu'un lord soit contrefait, et c'est là un outrage du hasard. Mais, insistons-y, en quoi cela diminue-t-il le droit ? Le lord chancelier prenait des précautions et avait raison d'en prendre, mais en somme, avec ou sans précaution, qui donc pouvait empêcher un père d'entrer à la chambre des pairs ? La seigneurie et la royauté ne sont-elles pas supérieures à la difformité et à l'infirmité ? Un cri de bête fauve n'avait-il pas été héréditaire comme la pairie elle-même dans l'antique famille éteinte en 1347 des Cumin, comte de Buchan, au point que c'était au cri de tigre qu'on reconnaissait le père d'Écosse. Ces hideuses taches de sang au visage empêchèrent-elles César Borgia d'être duc de Valentinois ? La cécité empêcha-t-elle Jean de Luxembourg d'être roi de Bohême ? La gibbosité empêcha-t-elle Richard III d'être roi d'Angleterre ? À bien voir le fond des choses, l'infirmité et la laideur acceptées avec une hautaine indifférence, loin de contredire la grandeur, l'affirment et l'approuvent. La seigneurie a une telle majesté que la difformité ne la trouble point. Ceci est l'autre aspect de la question et n'est pas le moindre.
Comme on le voit, rien ne pouvait faire obstacle à l'admission de Gwynplaine, et les précautions prudentes du Lord Chancelier, utiles au point de vue intérieur... Comme on le voit, rien ne pouvait faire obstacle à l'admission de Gwynplaine, et les précautions prudentes du Lord Chancelier, utiles au point de vue inférieur de la tactique, étaient de luxe au point de vue supérieur du principe aristocratique. En entrant, selon la recommandation que lui avait faite le roi d'armes, et que les deux lords parrains lui avaient renouvelée, il avait salué la chaise royale. Donc c'était fini. Il était lord. Cette hauteur, sous le rayonnement de laquelle toute sa vie il avait vu son maître Ursus se courber avec épouvante, ce sommet prodigieux, il l'avait sous ses pieds. Il était dans le lieu éclatant et sombre de l'Angleterre. Vieille cime du mont féodal regardée depuis 6 siècles par l'Europe et l'histoire, auréole effrayante d'un monde de ténèbres. Son entrée dans cette auréole avait eu lieu, entrée irrévocable. Il était là chez lui sur son siège comme le roi sur le sien. Il y était, et rien désormais ne pouvait faire qu'il n'y fût pas. Cette couronne royale qu'il voyait sous ce dais était sœur de sa couronne à lui. Il était le père de ce trône. En face de la majesté, il était la seigneurie, moindre mais semblable. Hier qu'était-il? Histrion. Aujourd'hui qu'était-il? Prince. Hier rien, aujourd'hui tout. Confrontation brusque de la misère et de la puissance, s'abordant face à face au fond d'un esprit dans une destinée, et devenant tout à coup les deux moitiés d'une conscience. Deux spectres, l'adversité et la prospérité, prenant possession de la même âme, et chacun l'attirant à soi. Partage pathétique d'une intelligence, d'une volonté, d'un cerveau, entre ces deux frères ennemis, le fantôme pauvre et le fantôme riche. Abel et Caïn, dans le même homme. Et c'est la fin du chapitre 4, les amis. Cela sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro. Eh bien, c'était éprouvant ce soir. À nouveau. Faut avouer que c'est quand même assez éprouvant de manière générale la lecture de Victor Hugo, même si elle est très plaisante parce que voilà, il a vraiment un style et il est vraiment doué. C'est quand même éprouvant parce que sur certains points, par moment, c'est vraiment élitiste, je trouve. Et là, pour le coup, pour ceux qui s'y connaissent beaucoup en histoire, etc., peut-être que ça parle beaucoup plus facilement. Et encore, je pense pas, parce que c'est tellement... comment dire? Il y a tellement toutes les informations qui sont mises les unes derrière les autres. Il y a tellement une accumulation par juxtaposition infinie que je pense que même les gens qui s'y connaissent doivent un petit peu s'arrêter sur les phrases pour vraiment comprendre à quelle référence historique il peut faire référence, justement. Je pense que c'était un petit peu un chapitre de transition. Au final, on a très très peu parlé de Gwynplaine ce soir, je suis désolé. Ça m'embête un petit peu pour être franc. On a un petit peu parlé au début, un petit peu à la fin. Et une fois de temps en temps, il y avait une phrase qui reparlait de lui, mais c'était assez rare. Encore une fois, je pense que c'est un peu un chapitre de transition, un chapitre de plus de faits historiques et de toile de fond, un peu comme l'était l'introduction, la longue introduction du roman. C'est-à-dire que là, Victor Hugo nous dépeint très très précisément comment fonctionne le système de pairie anglaise et comment les ducs, comment même les cérémonies des comtes, ducs, etc. s'organisent. Il y a même pas mal d'infos qui sont un petit peu inutiles pour être franc, mais je pense qu'il fait ça pour alléger un petit peu le texte. Si c'est pas pour alléger le texte, j'aurais tendance à dire que peut-être monsieur Hugo, c'est peut-être un petit peu pompeux à ce moment-là, parce que ça fait peut-être un petit peu trop étalage de tes connaissances pour rien, entre guillemets. C'est la première fois où j'ai autant le sentiment pour le coup. Jusqu'alors, je trouvais que ça avait vraiment un grand intérêt, même quand c'était... même quand ça s'apesantissait vraiment.
Mais là, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop de faits historiques, etc. Enfin, en fait, le truc, c'est que en introduction, je comprends davantage aussi parce que c'est un préambule, ça nous met dedans. Là, on est déjà dans l'histoire et en fait, on a envie de savoir ce qui se passe. Donc, je comprends que c'est un préambule euh, à la, à l'état de, comment dire, à l'état de conscience. Non, c'est pas vraiment ce que je veux dire. À la pensée de Gwynplaine, à l'état dans lequel il va se trouver en entrant dans ce monde. Je comprends que c'est ça que veut faire Victor Hugo, nous offrir voilà une toile de fond qui nous permettra, une grille de lecture qui nous permettra de comprendre ce que ressent Gwynplaine en accédant à cela. Je trouve que c'est peut-être un chouïa appuyé, un chouïa long. Euh, Je trouve que c'est un petit peu trop pour le coup, même si ça reste encore très bien écrit, etc. Mais peut-être un petit peu trop de détails pour moi. Mais du coup, voilà, j'ai hâte de voir comment Gwynplaine va réagir à toutes ces nouvelles informations, à tous ces nouveaux rites, entre guillemets, à tous ces nouveaux us et coutumes dont il n'a pas connaissance. Ça me tente bien. Et je pense que ça va être très intéressant, justement, vu le portrait qu'on nous a dépeint de la pairie, des pairs d'Angleterre, des lords. J'attends de voir s'il va y avoir choc ou s'il va y avoir acclimatation peut-être de Gwynplaine. J'attends de voir comment ça va se goupiller tout ça. Ça risque d'être très intéressant. Et ça sera dans la suite du livre 8ème que je continuerai de vous lire mardi à 21h. Voilà, voilou. Petit aussi, petit aussi, petite remarque que je me faisais surtout sur la dernière partie de la lecture de ce soir. C'est marrant aussi comment il nous dit comment il nous parle des discussions un petit peu vaines et futiles des lords entre eux à la chambre des lords, dans ce brouhaha, etc. Enfin, c'est marrant. Je sais pas s'il y a une critique dissimulée là-dessous ou si c'est juste pour nous dire bah ils sont comme nous et ils parlent aussi de tout et de rien. Je sais pas trop. Mais ça m'a fait marrer de voir ça, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on a très souvent tendance à moquer quand on voit quand on voit le Sénat, etc. à la télé et que on surprend quelqu'un en train de somnoler, de bâiller, de discuter, de rire, de jouer à des jeux sur sa tablette. Enfin ouais. Mais c'est marrant ce petit truc au final où je me suis dit, ça, c'est pas si différent que le pré. Enfin, c'est pas si différent euh, que ce qu'on connaît aujourd'hui. Zikael, il nous faut des livres sur le lore pour comprendre le livre. genre, genre, il faut que je fasse des lives d'histoire pour vous donner un contexte historique et vous donner toutes les références sur Victor Hugo, enfin ouais, sur l'œuvre L'homme qui rit. J'avoue que pour le coup, je suis pas du tout fort en histoire et c'est pas. En fait, je sais pas si ça m'intéresse pas, c'est bizarre. J'ai un rapport très particulier à l'histoire, je pense. J'ai du mal à dire si ça m'intéresse ou si ça m'intéresse pas. Je vais pas me prononcer là-dessus, en fait, parce que je sais pas trop. Mais en tout cas, clairement, faire prof d'histoire, par exemple, ça me casserait les couilles, je pense. Ça, c'est sûr, c'est clair et net. Ça dépend les périodes, il y en a des sympas. Ouais, c'est vrai aussi que ça englobe beaucoup de choses. Bref, chers amis, cette fois-ci, je vais m'arrêter. Je vais vous dire merci à tous ceux qui sont passés. Vous êtes vraiment beaucoup à être passés en plus. Ça fait plaisir. Merci encore une fois, Abdel, pour tes 6 bits. Ça fait plaisir. Abdel, décidément, il a même pas parlé. Il est passé. Il a fait un don de 6 bits. Il est reparti. Très bien. Pourquoi pas. Merci en tout cas. Et merci à tous ceux qui ont suivi le live. Je pense notamment à Shero, Loon, Zikal, So Famous, l'écoute aux portes, Kilala Kawaii. Ashikrea, je pense avoir cité à peu près tout le monde. Pour les prochains rendez-vous, la suite de la lecture, ça sera mardi à 21h, comme d'hab. Et sinon, je vous rappelle que pour la suite Non, je dis de la merde. La suite de l'homme qui rit de la lecture, c'est mardi 21h. Et pour les autres lives
qu'il reste cette semaine. Dimanche à 15 h, reprise des lives de découverte sur l'univers de League of Legends. Mais surtout demain, 21 h, ça a lieu que toutes les 2 semaines, donc soyez là. Demain 21 h, nouvel épisode de Ça me rappelle une histoire, avec le thème mythe. Bonsoir Jumpy, et oui tu arrives à la fin en effet. En effet, mais merci d'être passé faire coucou, ça fait plaisir. Alors attention les amis, comme la dernière fois, je vais essayer de vous envoyer en raid chez Oda la Joie. Même si ça vous intéresse pas forcément, franchement je vous invite à acheter un œil parce que bah, moi je commence à vraiment beaucoup me plonger dans ce qu'elle fait. Et bah, je trouve qu'elle est vraiment sympa. Donc bon, je vous envoie chez Oda la Joie, on va voir si j'arrive à faire le raid comme la dernière fois. Le mec en transpiration, ça fait 2 fois qu'il fait un raid, oh là là, waouh. On va essayer de faire ça bien. Et même si c'est pas forcément votre truc, parce que peut-être que vous n'aimerez pas sa manière de lire, peut-être que vous n'aimerez pas l'œuvre qu'elle est en train de lire, bah soyez au moins curieux d'aller voir une fois. Parce que si vous aimez mes lives de lecture, a priori vous devriez potentiellement fortement apprécier les siens également. Donc voilà, n'hésitez pas à être curieux et à au moins jeter un petit coup d'œil et faire un petit coucou. Et n'hésitez pas surtout à faire un coucou en mon nom. C'est-à-dire que n'hésitez pas à envoyer des full bonnes ondes de notre planète de rêveurs. Faut que je me rappelle comment on fait. Alors c'était dans le menu ici. Hop. Comme ça, Jumpy. Si tu veux, tu peux envoyer des émoticônes de la chaîne à foison. C'est toi qui vois. C'est ton choix. Putain, je me rappelle plus où est-ce que c'est. Je sais que c'était là quelque part. Ou bien je l'avais juste mis dans le chat, je crois. Potentiellement, c'était ça que j'avais fait. Je pense. Je pense que c'est ça que j'avais fait. Hop. Ouais, le live était cool, franchement, Jumpy. Ça fait plaisir. Ouais, c'était ça que j'avais fait. Donc du coup, je vais refaire la commande raid et ça ira mieux. Hop, 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 hop. Voilà, elle est prête dans le chat. Ah oui, non, bah Loon, désolé, oui, Scribolio, peut-être sur Discord, donc oui, voilà. Loon, qui m'invitait à faire un Scribolio, et qui se plaignait que j'avais pas lu sa proposition. Sachez qu'on fait des Scribolio sur mon Discord, si ça vous intéresse. Et bientôt, en compétition, pour les Jeux vidéo olympiques. Mais ouais, peut-être, là je vais quand même passer chez Oda la Joie, j'ai pas juste envie de faire le raid et de me barrer. Je vais rester un petit peu sur son live, mais peut-être plus tard, pourquoi pas. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Discord. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou un j'aime pas et des commentaires sur la rediffusion YouTube pour me parler et me donner votre avis sur le live, la lecture, pour me permettre d'évoluer, c'est-à-dire me permettre d'avoir des retours qui me permettent moi-même de faire les changements pour faire grandir la chaîne qualitativement. Et aussi tout simplement pour donner de la visibilité à la chaîne et la faire grandir. Voilou. Écoutez, on est bon. Je lance le raid à Oda la Joie. Hop. Là, il y a un petit chargement comme l'autre fois. Et donc, je vais vous dire une dernière fois merci et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine partie de gaming ou une prochaine découverte. Bye bye.